justement dans l'histoire des sommets extraordinaires de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Ce lundi 16 décembre 2024, ils sont rassemblés au Palais de l'Unité à Yaoundé autour du président Paul Biya du Cameroun et du professeur Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine qui est le président en exercice de la CEMAC. Sommet extraordinaire à forte connotation économique relativement à une certaine évaluation des projets dits intégrateurs, mais également l'examen de la situation macroéconomique de la sous-région Afrique centrale. Comme en 2019, comme en 2016, c'est Yaoundé au Cameroun que se rassemblent les leaders de la sous-région pour évoquer ces questions qui s'inscrivent finalement dans le cadre des urgences. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision. On va justement parler de ce sommet de la CEMAC, mais davantage de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale elle-même, créée, comme vous le savez justement, c'était par le traité du 16 mars 1994 à N'Djamena au Tchad et qui est entré en vigueur le 25 juin 1999. Elle est composée, comme vous le savez, cette CEMAC-là de 6 États membres, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et bien évidemment le Tchad. La CEMAC a pour objectif de raffermir la solidarité géographique et humaine des peuples de ces États membres, promouvoir les marchés nationaux par l'élimination des entraves au commerce intercommunautaire, créer un véritable marché commun africain, dit-on dans la charte créant justement la CEMAC. On apprend également dans ce document que la vision des chefs d'État est de faire de la CEMAC un espace économique intégré, émergent, où règne la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement humain à l'horizon 2025. En 1994, on se projetait en 2025. Et 2025, c'est demain, justement au lendemain de la tenue à Yaoundé de ce sommet extraordinaire. Nos invités vont nous permettre de dénicher les points d'écueil, les goulots d'étranglement dans le fonctionnement de la CEMAC par rapport aux ambitions. Et l'un des aspects les plus évoqués par les uns et les autres, c'est la libre circulation qui n'est toujours pas une réalité. CEMAC, qu'est-ce qui coince? Ce sera le thème central de ce programme qui reçoit déjà Aimé Cyprien Olinga, qui est le président du FDR, c'est un parti politique au Cameroun. Monsieur le Président, bon après-midi et bienvenue. Bonsoir Monsieur Jean-Jacques Zeu, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je voudrais saluer de manière patriotique et spéciale tous les révolutionnaires, parce que je suis un révolutionnaire panafricaniste et de gauche. Oui. Et qui nous suivent donc en ce moment. Je voudrais aussi faire un clin d'œil à tous nos compatriotes de la diaspora. De la diaspora. Alors, vous au moins, vous avez réussi à rallier les studios d'Info TV aujourd'hui. Les déplacements depuis hier à Yaoundé, c'est très compliqué. Extrêmement compliqué, monsieur Zé. Nous comprenons aisément que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire pour nous arrimer et nous adapter justement à cet environnement des villes post-coloniales qu'on aurait dû mettre en place depuis pratiquement une cinquantaine d'années. Voyez-vous, c'est extrêmement compliqué depuis hier effectivement de se déplacer dans la ville de Yaoundé. Vous savez que de l'aéroport au centre-ville où se trouve l'hôtel Hilton, le palais de l'Unité, c'est juste j'allais dire une seule route. Hein. Nous n'avons pas, quand j'ai dit nous, ceux qui nous gouvernaient depuis pratiquement une soixantaine d'années, n'ont pas pensé la ville et n'ont pas pensé à des voies de contournement. De telle sorte, effectivement, que lorsque l'axe central, aéroport, palais de l'Unité est bloqué, mais qu'il y ait la possibilité pour ceux qui viennent ça et là de contourner. Aujourd'hui, nous en payons le prix. Yaoundé reste un peu une ville coloniale, la conception coloniale. On a un centre administratif vers lequel convergent pratiquement tous les travailleurs de la haute administration, on va l'appeler ainsi. On a un centre commercial qui est collé pratiquement à ce centre administratif. Ça veut dire que c'est comme un système d'entonnoir. Tout le monde va
vers ce centre administratif. Dans la matinée. Il n'y a qu'à observer que justement ce mouvement tous les jours. C'est-à-dire que dans la matinée, c'est tout le monde qui converge vers le centre administratif et dans l'après-midi, à la fin, retour au quartier. C'est le retour au quartier, c'est le mouvement inverse et ça devient extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Je dis, nous n'avons pas pensé la ville. Il va falloir quand même que, après le président Biya, que nous qui aspirons prendre le pouvoir, justement, comprenions qu'il y a une nécessaire adaptation de nos villes par rapport à l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous ne pouvons plus nous contenter, justement, des villes conçues selon le modèle colonial. C'est dépassé et je peux comprendre que nous avons des dirigeants d'un certain âge, d'une certaine époque. Ça va avec l'époque, ça va avec leur génération. Ils n'ont pas très bien compris qu'aujourd'hui, il fallait justement actualiser les données. Il fallait s'arrimer, il fallait s'adapter à l'évolution du temps. Peut-être qu'ils n'ont pas vu le temps passer, surtout qu'ils sont au pouvoir depuis les années 60. En temps ordinaire, à Yaoundé, les jours ouvrables, c'est déjà compliqué. Maintenant, à l'heure d'un sommet comme celui qui se tient actuellement, c'est davantage compliqué. C'est même plus que compliqué, parce que je vous assure que il y a des gens j'ai des amis qui n'ont même pas eu la possibilité de rallier leur poste de service depuis hier. Parce qu'imaginez quelqu'un qui vit du côté dans la périphérie ou qui doit se rendre justement au centre administratif. Il ne peut pas partir justement peut-être il peut venir avec son véhicule garer quelque part, c'est pas encore, mais c'est pas évident de marcher à pied des kilomètres. On a vu la marche à pied à Yaoundé aujourd'hui. Oui, mais c'est pour ceux qui sont déjà un peu habitués, encore que il y a des gens, même quand vous êtes habitué à marcher à pied, marcher 3, 4, 5, 6 kilomètres à pied, ce n'est pas toujours évident, même si vous êtes un grand sportif. Président Aimé Cyprien Olinga, permettez qu'on accueille Anissé Noah, il est enseignant. Il est analyste socio-politique. Je ne sais pas s'il a marché également aujourd'hui pour retrouver les studios d'Info TV. Anissé, bon après-midi et bienvenue. Merci, cher aîné, parce que il faudrait peut-être le rappeler sur ce plateau. Vous faites partie de ceux-là qui nous ont tenu la main en télévision. Peut-être que vous ne vous rappelez pas, je fais partie du concours Jeune Présentateur Télé 2016. Ah d'accord. Et à cette époque-là, vous étiez encore au Canal 2, ça veut dire que c'est vous qui nous avez moulé aux pratiques journalistiques. Je serais peut-être resté dans une chaîne de télévision, de radio, mais j'ai choisi l'enseignement et l'enseignement m'a choisi. Donc, je suis très heureux de vous qu'on se rencontre encore une fois dans cette télévision et c'est un plaisir. Alors, notre sujet de mise en bouche parle de Yaoundé et ces bouchons qui interrogent le plan d'urbanisation de la ville de Yaoundé, qui ne s'est pas développé, qui est resté colonial. Conséquence, c'est les bouchons à n'en point finir et davantage des jours comme ceci avec la tenue du sommet de la CEMAC. Oui, c'est pratiquement le cas, comme le disait Aimé Cyprien Olinga tout à l'heure. Vous savez, moi, j'étais tout à l'heure en route pour venir ici, lorsque les forces de maintien de l'ordre ont pratiquement barré la route devant nous. Nous intimons l'ordre de contourner, donc on a pratiquement contourné la ville pour arriver ici. Vous voyez que c'est un phénomène qui devient récurrent et la problématique de l'urbanisation est de mise, parce que, voyez-vous, que ce soit à l'entrée ouest ou à l'entrée est de la ville, lorsque vous arrivez, on peut créer des voies de contournement de telle manière que vous ne soyez pas obligé de parcourir toutes les routes pour arriver au centre-ville. On peut créer des voies de contournement à partir de l'entrée de la ville, vous permettant d'arriver dans votre quartier. Et je pense que aujourd'hui, il faut véritablement que les pouvoirs publics se penchent sur ce problème-là, qui devient un problème épineux, comme l'expliquait... parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement un férié imposé à l'administration, notamment l'espace de tous les ministères qui sont à côté du Hilton. Impossible d'arriver à l'heure et difficile d'être présent. Bien évidemment, moi j'avais un rendez-vous au ministère le matin et lorsque je suis sorti, les routes étaient déjà barrées. J'étais obligé de rentrer à la maison et lorsque j'ai reçu l'appel pour assister à cette émission, la crainte que j'avais c'était que les routes soient encore barrées. Mais heureusement pour moi, lorsque j'ai pris le véhicule,
je suis arrivé, il y avait encore certaines zones où les routes n'étaient pas barrées, mais arrivé au niveau de Bastos, la route était pratiquement barrée. On venait de barrer la route, on nous a donc demandé de contourner de l'autre côté, ce qui a permis qu'on puisse arriver ici. Donc, comme je le disais tantôt, il est impérieux que les pouvoirs publics se penchent sur ce problème d'urbanisation de nos villes pour permettre à ce que les routes, la circulation soit un peu plus digeste pour les usagers. Alors, on interrogeait justement l'évolution du plan d'urbanisation. Nous avons un boom démographique, même si le dernier recensement officiel date de 2005, mais on peut quand même faire une projection pour savoir qu'on a une population qui a doublé, qui a triplé, et que naturellement les besoins en termes de voies, de voirie s'imposent. Bien évidemment, vous savez que le dernier recensement, comme vous le disiez tantôt, a été fait en 2016. Donc aujourd'hui, on ne connaît véritablement pas la population camerounaise. On fait des estimations, mais je pense que gouverner, c'est prévoir. Lorsqu'on a une population qui est en croissance permanente, il faut prévoir l'urbanisation qui va avec cette population-là. Vous savez que nos grandes villes, que ce soit Yaoundé ou Douala, accueillent de jour en jour des populations qui viennent de l'arrière-pays. Donc, c'est-à-dire le plan de construction, le plan d'urbanisation doit être revu parce que le plan d'urbanisation que nous avons aujourd'hui, je pense qu'il est colonial. Et à cette époque-là, la population camerounaise n'était pas aussi grande, n'était pas aussi conséquente qu'aujourd'hui. Donc, il faut revoir ces éléments-là. Et je sais que ça fera peut-être du mal à certains qui avaient déjà construit sur certaines zones. Mais je pense que lorsqu'on veut construire, il faut d'abord... on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il faut faire le grand ménage. Bien évidemment, il faut faire le grand ménage et qu'on arrive véritablement à un plan d'urbanisation qui puisse permettre qu'on appelle nos villes les villes modernes, pas les villes coloniales. Alors, tel qu'on a aujourd'hui, il faut bien qu'on se comprenne là-dessus. Les bouchons à Yaoundé, ce n'est pas une nouveauté, mais ça prend de l'ampleur lorsque le chef de l'État se déplace, déjà seul, mais lorsqu'il accueille également d'importantes délégations, ça devient un problème. Ces bouchons qui interrogent, on a parlé de la configuration assez coloniale de nos villes, pratiquement un entonnoir, vous venez de partout et vous orientez tous vers le centre administratif, et à partir de ce moment, c'est bloqué. On a ajouté à cela l'hôtel qui héberge les délégations, l'hôtel Hilton, qui est pratiquement dans la même zone administrative, et ça complique davantage la situation, parce qu'on a pratiquement un boulevard, au moins, qui n'est pas utilisé, parce que nos hôtes sont installés là-bas. Oui, pratiquement, je pense que l'hôtel, il est au centre-ville, comme vous le disiez tantôt, et la présidence est de l'autre côté, pratiquement à la sortie de l'entrée ouest de la ville. Oui. Donc, il faut parcourir c'est-à-dire du centre urbain jusqu'à l'entrée ouest de la ville. Et on aurait peut-être pensé quelque chose de mieux, même si de ce côté-là, les infrastructures ne sont pas aussi à la pointe que celles qu'on a au centre-ville. Pourquoi pas loger les différentes délégations de ce côté-là pour peut-être le Mont-Fébé par exemple, qui le faisait par le passé. Voilà, un jet de pierre de la présidence de la République pour que la circulation ne soit pas barrée au centre-ville et que les populations puissent vaquer à leurs occupations normalement. Alors, sur ce point-là, Aimé Cyprien, il y a une résidence des Hôtes qui est censée être du côté du Mont-Fébé. Je ne comprends pas, je n'ai pas très bien compris et je ne comprends toujours pas pourquoi justement cette résidence des Hôtes n'est plus opérationnelle. Je crois que en son temps, cette résidence avait abrité des rois. Le roi du Maroc, Hassan II, le roi Hassan II du Maroc, et a séjourné pendant une visite à Yaoundé. Je pense que effectivement, à côté de l'hôtel Mont-Fébé, on pouvait également loger des chefs d'État dans cette résidence des Hôtes, qui est très proche du palais de l'Unité, effectivement, pour permettre à la population du centre-ville de vaquer normalement à ses occupations, parce que à partir de la résidence des Hôtes et du Mont-Fébé, vous ne gênez pas grand monde lorsque vous vous rendez au palais de l'Unité. Mais pourquoi on n'utilise pas ça? Mais moi, je vous ai dit, on est dans une affaire où vous avez à la tête de l'État des gens qui pensent que le pouvoir, tel qu'ils l'ont reçu des colons, c'est encore cette manière de faire, cette gouvernance où on doit marquer les esprits pour monter au peuple qu'on est le chef. Et regardez, d'ailleurs, comment vous disiez tantôt, et à raison, que lorsque le chef de l'État lui-même
elle se déplace déjà tout seul. C'est un problème à Yaoundé. On ferme les routes. Parfois, on demande à la population de tourner le dos en route pour ne pas voir son chef passer. Et on est en droit de se poser donc la question de savoir à ce moment-là. C'est le chef de qui? Si on ne peut pas donc voir le chef qu'on est supposé, qu'on est supposé avoir élu, et qu'on vous demande de vous tourner, de regarder plutôt par derrière lorsqu'il passe, il y a un souci. Là, lorsque vous vous retrouvez sur le tracé du chef d'État, vous avez la chair de poule, là, vous ne pouvez plus passer parce que les gens vous regardent comme si vous veniez de cambrioler quelque part. Ils sont armés jusqu'aux dents. Il y a même la compagnie canine qui sort. Vous avez des gros chiens qui sortent. C'est une pratique de gouvernance, monsieur Zé, d'une époque coloniale. Et ça démontre justement que, bon, si nos chefs ne se sont pas adaptés, c'est qu'ils sont restés des néocolons. À la limite, c'est des parfaits néocolons qui n'ont pas compris. Et malheureusement, même l'ancien colon d'hier, quand on voit nos chefs d'État arriver à Paris, vous voyez la simplicité de l'accueil, vous voyez l'environnement dans lequel même on les loge. Ça ne gêne personne. Vous voyez les cortèges qui les conduisent. On ne barre pas les routes là-bas pour que les chefs d'État arrivent. Vous voyez, vous avez juste quelques motards autour de l'illustre hôte et puis c'est terminé. On vous loge et puis c'est tout. Mais pourquoi est-ce que nos chefs pensent que la seule façon de montrer qu'ils sont des chefs d'État, qu'ils ont le pouvoir, c'est de faire ce rendant inutile, même à la limite ubuesque, parce que ça renvoie à l'ère des timoniers. Et malheureusement, en Afrique centrale, malheureusement, ça il faut le regretter, parce que dans les pays où les choses ont plus ou moins évolué, notamment en Afrique de l'Ouest, vous voyez, les pratiques sont tout autres. Parce que là-bas, effectivement, vous avez connu des alternances, vous avez vu des changements, et puis les nouvelles personnes sont arrivées avec des nouvelles méthodes de management du pouvoir et tout. Mais chez nous, malheureusement, nous avons encore des patriarches dont il va falloir justement très rapidement également que nous nous adaptions. Que nous nous dotions il y a une évolution certaine. Des chefs de notre époque, des chefs qui comprennent le monde, des chefs qui s'adaptent aux évolutions du monde et des chefs qui comprennent l'environnement dans lequel justement nous vivons aujourd'hui. Ça relève des pratiques du pouvoir. Si on s'en tient à ce que le président Olinga explique, il faut que le chef se fasse remarquer, qu'il sente qu'il est chef par des attitudes et autres, mais on commence à penser que c'est des usages du passé. Vous savez, cela me fait penser à mon feu père qui disait constamment nos gouvernants ont la phobie du coup d'État. Cela dit, lorsque le président de la République va en voyage, on voit une armée qui sort tout de suite pour venir mettre en mal les populations, pour empêcher les populations de vaquer à leurs occupations. Pourtant, cela ne devrait pas constituer une affaire où les populations arrêtent de vaquer à leurs occupations. Donc, je pense qu'il faut sortir de ces pratiques-là, il faut sortir de cette vision du prince où le prince est au sommet et les populations sont à la base, et il n'y a pas une certaine relation entre le prince et les populations. Aimé Cyprien Olinga, le président Aimé Cyprien Olinga le disait tout à l'heure, lorsque le président de la République passe, parfois on vous demande de vous retourner pour ne pas voir le président de la République passer. Donc c'est là l'image d'un prince et des populations qui sont au bas de l'échelle et qui ne peuvent pas communier avec le prince. Nous sommes en démocratie, on ne devrait pas lier cette fissure, on ne devrait pas vivre cela. Le président que vous avez choisi a une majorité incroyable, passe, mais c'est difficile, ne serait-ce que de le voir. Non, je pense que dire majorité incroyable, bon, ça c'est un autre débat. Vous savez que c'est les chiffres, on a plus de 71%. Voilà, 71% de quoi? Vous savez que le valablement exprimé au profit du président de la République. Vous savez qu'en 2018, moi j'ai participé à cette élection-là en tant que président du bureau de vote. Vous savez que le nombre d'électeurs en 2018 c'était pratiquement 7 millions. Donc lorsqu'on parle de 71%, il faut voir le ratio. Donc on ne peut pas véritablement dire que le président. Dans tous les cas, les chiffres officiels. Les chiffres officiels. Je suis d'accord avec vous. De la proclamation des résultats donne le président Biya vainqueur avec plus de 71%. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais on ne voit pas le contentieux
est terminé. On n'est plus dans le contentieux. Non, je ne suis pas dans le contentieux. Je suis en train de parler des ratios. Je suis en train de... Quand vous prenez 71% de 7 millions, c'est pas moi qui... Donc, il n'y a pas 7 millions de votants, il y a 3 millions de votants. Voilà. C'est-à-dire les inscrits. Oui. C'est pas moi qui donne ces chiffres-là, c'est Elecamp qui les donne. Donc, je vous pense quand même que le président a été élu. Le président Aimé Cyprien l'a dit. Lorsqu'on est supposé avoir été élu, oui. Lorsqu'on a été élu, c'est quand même inimaginable qu'on crée un fossé entre vous et les populations. Bien évidemment, lorsqu'on a été élu, on ne devrait pas créer. Ce fossé-là ne devrait pas se créer. Moi, mon feu papa me disait toujours, puisqu'il a été administrateur civil, qu'il a été surpris par le président Amadou Ahidjo dans son village du côté de Bachenga, à Minkama, lors d'une visite officielle, lui tendant la main. C'est-à-dire, il a été surpris, mais lui, simple citoyen, c'est vrai qu'il était administrateur civil, mais il n'y était pas en tant qu'administrateur civil. Lui tendant la main, il a été, c'est-à-dire pratiquement surpris de voir la simplicité de l'homme. Mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez les sorties du président de la République, est-ce que vous avez l'impression véritablement que, au-delà du random qui est fait par le RDPC, est-ce que vous avez véritablement l'impression qu'il y a cette communion-là entre le président de la République et le peuple camerounais? Moi, je ne pense pas. Je pense que le président de la République reste sur le siège de prince et les populations qui sont en bas ne sont véritablement pas en communion avec lui lors de ses sorties ou alors même lors de ses visites, que ce soit à l'étranger ou même sur certains chantiers. Alors, ces bouchons qui interrogent le titre de notre mise en bouche, ces bouchons interrogent qui? Ces bouchons interrogent normalement nos gouvernants. Normalement, ce sont nos gouvernants. On a élu le président de la République. C'est à lui de C'est à lui de venir régler les problèmes de bouchons? Je dis, c'est à lui, c'est le président de la République qui nomme aux emplois civils et militaires, comme on le dit. C'est au président de la République de trouver des solutions pour que les Camerounais se sentent à l'aise. Donc, ces bouchons interpellent au premier chef le président de la République et maintenant, les ministres et autres qu'il a mis en place, qu'il a nommés, qui puisse permettre que ce soit le ministre de l'Habitat, que ce soit le ministre des Travaux publics, etc. Ce sont ces dignitaires-là qui devraient prendre ce problème-là à bras le corps pour permettre à ce que les populations se sentent à leur aise. Alors, ces bouchons interpellent qui, interrogent qui? Les gouvernants. Les gouvernants. Ce n'est pas facile de recourir au président de la République lorsqu'on a un problème de société comme celui-là. Non, mais écoutez, c'est la responsabilité. Moi, Monsieur Jean-Jacques Zé, je suis le président national du Front démocratique révolutionnaire du Cameroun, le FDR. J'aspire, je voudrais être président de cette République. Quand vous voulez être président de la République, c'est pas pour que vous alliez boire du bon champagne au palais, encore que moi, je suis de ceux qui pensent que on devrait, parce que j'ai choisi l'option révolutionnaire, je suis sankariste. Peut-être pas du champagne pour moi-même et pour quelques collaborateurs, mais de l'eau potable pour tout le monde. Donc, s'il y a un choix à faire entre le champagne pour le président, ses ministres et quelques collaborateurs, et de l'eau potable pour tous les Camerounais, je fais comme Sankara le disait, je préfère donner de l'eau potable à tous les Burkinabés plutôt que du champagne pour moi et quelques collaborateurs. Donc, moi, je pense que quand on vote un président de la République, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot supposé avoir été élu. Parce que là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat. Alors, quand on choisit un président, c'est sur la base d'un projet, d'un programme. Les infrastructures, dans la plupart des cas, lorsque vous voulez être président de la République, je pense que ça fait partie des éléments essentiels qui déterminent le peuple à vous donner le pouvoir. Mais comment on peut comprendre que depuis pratiquement 42 ans, qu'on soit encore à avoir une seule route de Simalène jusqu'au palais, et qu'on soit en train de dire aujourd'hui, puisque justement, si on avait multiplié les boulevards, si on avait multiplié les autoroutes, les voies de contournement, il n'y aurait pas de bouchons du tout. Alors, ça veut dire que les politiques qui ont été appliquées étaient des mauvaises politiques ou qu'il n'y avait pas de politique du tout. Et je crois que donc ce sont ces gouvernants, c'est le président de la République et l'ensemble de son gouvernement. Et le copanéliste a cité tout à l'heure un certain nombre de ministères. On est même en droit de se poser la question de savoir, est-ce que le fait même de multiplier les ministères qui ont à peu près les mêmes prérogatives, parce que moi je ne peux pas comprendre quelle est la différence entre le ministère du développement urbain et de l'habitat, le ministère le MINDEVEL, le MINDEVEL, le MINCAF et tout ça.
le MINDEVEL, le MINCAF. Et non, on aurait pu avoir un seul ministère qui s'occupe de l'assainissement des villes et même des campagnes, pourquoi pas. Donc, oui, il faut dire que... Et plus grave encore, parce qu'au-delà des bouchons, monsieur Zé, il y a un autre phénomène qui est extrêmement pernicieux. Qui concerne la ville. Qui concerne justement ces bouchons, qui concerne cette tendance à couper, à couper la circulation. Vous avez tout le long de l'itinéraire du palais, de l'aéroport, jusque je sais pas, au palais, toutes les entreprises, tous les commerces qui se trouvent tout le long du boulevard sont carrément fermés. C'est-à-dire qu'on impose également à ces opérateurs économiques un férié qui n'est pas payé, alors qu'ils ont des charges et qui ne paient sont pas payés, mais on leur impose de ne pas ouvrir pendant des jours. C'est un problème. C'est un problème. Donc, les bouchons interpellent au premier chef. Et d'ailleurs, moi, je crois que les Camerounais même ont très bien compris qu'il va falloir absolument changer de fusil d'épaule pour désigner ou donner le pouvoir à des gens comme nous qui pensons la République, qui pensons que quand on est président de la République, on n'est pas un monarque, et qui, au moment où il passe, on doit tourner le dos. Au contraire, nous voulons effectivement, comme Sankara, lui, mon modèle à moi, nous l'a appris, d'être toujours proche de la population, même quand on est devenu président de la République. D'ailleurs, c'est quand on est président de la République qu'on doit davantage être proche des populations, puisque c'est pour rassurer ces populations et qu'ils se rendent compte effectivement que vous êtes à leur service. Le président de la République n'est pas un monarque. Le président de la République est un serviteur. Et c'est le premier élu en plus. Voilà. Permettez qu'on accueille celui qui vient d'affronter également ces bouchons, il est à l'épreuve des bouchons, ça tombe bien les journalistes. On espère que bientôt on lira un article sur se déplacer à Yaoundé à l'heure des sommets avec tous ces bouchons. Georges Parfait Oundi, beaucoup de courage, bienvenue. Merci Jean-Jacques, merci de m'accueillir et toutes mes excuses pour ce retard. Non, vous êtes tous excusés. Ouais. Vous êtes tous excusés si le motif c'est les bouchons. En partie, c'est les bouchons. Mais bon, j'aurais dû prendre certaines dispositions avant. C'est aussi ça. Je les aurais prises que j'aurais pas connu ce désagrément. Mais il faut vraiment dire qu'en ce moment, Yaoundé est pratiquement paralysé. Alors l'analyse est là. Notre sujet de mise en bouche, Yaoundé, ces bouchons qui interrogent. Ils interrogent qui? Les bouchons interrogent tout le monde. Parce qu'il faut le dire, Jean-Jacques, la faute n'est pas... J'aime bien à reprendre souvent l'expression d'un de vos panélistes ici qui aime bien dire que c'est un problème systémique. En fait, nous sommes dans un problème systémique parce que Yaoundé, comme Yaoundé, a été très bien pensé. Lorsque vous prenez les cartes de Yaoundé d'une certaine époque, à partir de celui qui est devenu le tout premier délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, il y a un plan d'urbanisation qui a été prévu. Oui. Il y a des routes qui ont été prévues. Au point où il y a eu dernièrement un dernier délégué du gouvernement, le tout dernier d'ailleurs, qui a essayé de refaire Yaoundé à l'image où Yaoundé avait été conçu. De rattraper. Sauf que personne ne veut appliquer cela parce que on évoque les moyens, on évoque ceci, on évoque cela, et ça fait que nous stagnons. Nous stagnons juste parce qu'il n'y a pas une projection dans la façon dont ceux qui gouvernent ont la pensée. Comment penser le Cameroun, comment penser nos villes, comment penser la capitale. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes. Ça fait qu'il suffit d'un petit mouvement du président de la République pour que toute la ville soit paralysée, que tout soit, comme disait mon copanéliste tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment, les commerces, on a tout axé sur l'axe central qui parle de l'aéroport. Même quand l'aéroport était encore en vente, c'était le même scénario, de toutes les façons. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'une pâle reproduction de tout ce qui a souvent été. Sauf que les époques changent, la ville évolue. À une époque où Yaoundé avait 1 million, 2 millions d'habitants, c'était gérable. Oui, c'était gérable. Maintenant où Yaoundé, avec sa périphérie, parce qu'il faut le dire, moi par exemple, je viens de la périphérie. Et pourtant, je suis à Yaoundé tous les jours, parce que le département de la Moufouafamba est pratiquement un arrondissement de Yaoundé. Oui. Et vous comprenez que déjà en temps normal, il y a des embouteillages. Le carrefour à Ouescali, pour ne parler que de lui, chaque soir, c'est... Vous faites, sur 100 mètres, vous faites pratiquement 30 minutes, juste pour avancer de 100 mètres. Et ça fait que maintenant, lorsqu'il n'y a pas une voie de contournement pour préparer les déplacements du président, le déplacement officiel de tous les officiels, parce que tous les jours, sur nos routes, on a des sirènes qui sifflent, il y a des gens, on vous demande d'écarter un peu.
ça paralyse la Alors on dit que la ville a été pensée, qu'il y a eu un plan d'urbanisation qui a été dessiné, qui n'a peut-être pas été suivi, mais l'image qu'on a de Yaoundé aujourd'hui, c'est un peu un système entonnoir. Tout le monde va vers le centre administratif le matin, là où il y a pratiquement le regroupement de tout ce qu'on peut imaginer, y compris les grands espaces commerciaux et les marchés un peu représentatifs de Yaoundé. En soirée, il faut repartir. Est-ce qu'on ne peut pas sortir de ce schéma colonial ou post-colonial là, qui, naturellement, tel que c'est conçu, ne peut pas éviter justement les situations que nous vivons aujourd'hui? C'est justement le reproche qu'on peut faire à nos dirigeants, c'est-à-dire à une époque, c'est pour ça que d'une certaine façon, malgré le mauvais état des routes de la ville de Douala, j'apprécie la ville de Douala. Parce qu'à Douala, maintenant, on peut être à Bonamoussadi. On a pas vivre à Bonamoussadi sans arriver à quoi? Oui. Sans arriver à Bonanjo. Parce qu'il y a tout sur place. Il y a les marchés, il y a les supermarchés, il y a même des hypermarchés qui font que... Il parle de la ville de Douala 5e. Voilà. Certaines activités se passent là-bas sans que les gens aient le besoin de se déplacer. Oui. Or, à Yaoundé, bon, c'est en train d'arriver progressivement. On a certains magasins, certaines grandes boutiques, je préfère les appeler comme ça, qui se déplacent vers les périphéries. Ça fait mais l'administration ne suit pas. Et ils sont en train d'organiser une nouvelle administration du côté de Mbaladeux là-bas. On m'a dit c'est un quartier, le nouveau quartier des ministères. En fait, c'est tout au bord de la présence. Donc, l'ancien quartier, l'actuel quartier administratif est organisé autour de l'ancienne présence avec le quartier du lac où les ministres résidaient à l'époque et tout le monde venait là. Et il faut qu'on repense Yaoundé d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on trouve que tel ministère peut aller à telle périphérie, tel autre à telle périphérie. Ça évite cet engorgement qu'on a tous les matins et tous les soirs, parce que Yaoundé, c'est ça. Alors, quelqu'un me disait ce matin à la radio que, oui, envoyer certains services entre Mbaladeux et Toudi n'est pas régler le problème, parce qu'on va créer déplacer le problème, parce qu'il faut même voir ces voies qui desservent cette partie de la ville-là. Voilà. Lorsque vous partez dans l'Oncac, ce qui sert de 2x2 voies là, c'est déjà embouteillé en ce moment. Imaginez qu'on mette encore tout le gros des fonctionnaires qui partent du centre-ville vers cet endroit-là. Ce sera la même chose tous les matins. Pour venir, on fait pratiquement 2 heures de temps pour partir d'Onkozwa à Emana. Et imaginez encore qu'on prenne tout le quartier des ministères qu'on envoie là-bas. On va juste déplacer le problème, comme on dit. Alors, il faut peut-être repenser la ville. Douala avait essayé avec le projet Sawa Beach. Ça n'a pas prospéré. Lagos a réussi avec Abuja. Yamoussoukro est là. Le Sénégal est sur le même chantier. Mais on n'entend pas beaucoup parler de ce genre de projet ici au Cameroun. Et il y a eu, à une certaine époque, quelqu'un qui disait qu'on allait déplacer la capitale vers la région du Mbam, qui est plus propice à ce genre de développement. Oui, avec le paysage. Mais, sauf que chez nous, ça dort. Personne n'y pense vraiment. Et l'hyper-centralisation de notre pouvoir fait que il y a des sujets auxquels on pense, mais on n'ose pas en parler. Parce que pour le moment, il faut le dire, Yaoundé est une vieille ville. Yaoundé est une vieille ville, Yaoundé est une ville dépassée au sens moderne du terme. C'est-à-dire que vous êtes même à Yaoundé maintenant, pour seulement avoir une adduction d'eau chez vous, c'est tout un problème. Moi, j'ai vécu à Yaoundé jusqu'à ce que je décide d'aller vivre dans la capitale de la Meufouafamba, comme j'aime le dire. Mais là où j'étais à l'époque, ne serait-ce que pour pour prendre une adduction d'eau et arriver à votre domicile, c'était tout un problème. Parce qu'il y a le voisinage, il y a ceci. Et on n'a pas prévu. Chacun construit comme il veut. Chacun il y a des maisons qui regardent à gauche, d'autres regardent à droite. Fil de courant comme il veut. C'est-à-dire tout se fait de manière spontanée, quoi. C'est-à-dire rien n'a été pensé. C'est pour ça qu'à une époque, on disait souvent qu'un président était arrivé ici, il a demandé s'il y avait des toiles d'araignée partout dans Yaoundé. Parce que les fils de courant et les fils de câble, tout est mélangé. Lorsque vous levez la tête et que vous roulez dans Yaoundé, ça fait peur. Ça fait peur. À un moment, ça fait peur. Alors, repenser la ville, Monsieur le Président. Oui, il y a un souci. Je pense qu'on n'a même pas commencé à construire Yaoundé. On va donc construire comment pour imaginer déplacer la capitale. Je suis sérieux quand je le dis. C'est que, comme j'ai dit, si on avait des dirigeants qui pensent le développement, qui pensent le pays, on n'aurait pas une ville qui s'élargit, de façon anarchique. Oui, parce qu'en réalité, on devrait avoir des villes qui se construisent en hauteur. Est-ce qu'on en a besoin alors qu'il y a de l'espace vers le Mbam, vers la Meufouafamba, ainsi de suite? Ces espaces-là vont toujours, même si vous construisez,
si vous déplacez la capitale du Cameroun vers le Mbam et qu'on reste avec le même type de conception de la ville, ce sera la même chose. C'est-à-dire des villes qui s'étalent, qui ne sont pas pensées. Effectivement, c'est le problème, c'est que les gens signifient pas même pas Je vais préciser un truc par rapport, par exemple, à la ville d'Abuja. La ville d'Abuja n'appartient pas aux particuliers. L'État a acquis l'espace qui constitue la ville d'Abuja aujourd'hui. Ça veut dire que les propriétaires immobiliers, les investisseurs immobiliers qui ont investi à Abuja ont eu un cahier de charges. C'est pour ça, une fois j'y étais, il y a eu un émissaire de l'ONU qui nous a dit les loyers sont tellement chers à Abuja qu'ils préfèrent habiter Lagos, venir tous les matins et rentrer le soir parce que la ville a été pensée. Rien n'est fait de manière anarchique à Abuja. Voilà. Aucun espace n'est cloîtré pour dire qu'il y a un propriétaire terrien ici. Non, ça appartient à l'État. C'est l'État qui octroie aux investisseurs immobiliers qui ont un cahier de charges pour construire tel ou tel logement. Et là, ils relouent ou ils vendent. Et c'est comme ça, ça permet qu'il n'y ait aucune anarchie dans cette ville-là. Tout a été pensé. C'est aussi ce que les Égyptiens sont en train de faire avec le nouveau quai. C'est la même chose, c'est-à-dire la ville est complètement pensée, elle est construite par l'État et après on va octroyer des logements aux personnes. Et personne ne viendra faire quelque chose sur un mètre carré là qui ne soit pas dans l'ordre de ce qui a été préconçu. Et c'est justement dans cette optique que j'étais en train de dire qu'on peut même encore le faire pour Yaoundé. Il suffit, si nous autres sommes forcés, il faudra Jean-Jacques, je voudrais aussi vous dire quelque chose. Je voudrais aussi vous dire quelque chose en tant que politicien. Oui. C'est que la capitale d'une ville également a une valeur symbolique et spirituelle qui est telle qu'on ne déplace pas la capitale n'importe comment. Et vous savez que, d'ailleurs, moi je suis croyant, catholique romain. Et dans ce monde-ci, on nous enseigne quand même qu'il y a que 3 capitales qui ont la même configuration que Yaoundé. C'est-à-dire une capitale qui se trouve entre 7 collines. Et ce n'est pas anodin. Ces symboles spirituels ne sont pas des symboles anodins. Il y a Yaoundé, il y a Rome et il y a Jérusalem. Et donc, c'est dire que oui, on peut déplacer la ville, on peut créer des villes autant qu'on veut, mais la capitale du Cameroun, il faut penser Yaoundé. Et c'est pour ça que comment repenser Yaoundé avec le degré de saturation qu'on a aujourd'hui? Parce que Yaoundé étouffe. J'ai dit donc, comment refaire Vogada, comment refaire oui, encore comme Vogada, vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous allez en Vogada, moi j'ai grandi à Yaoundé, les vieilles bâtisses que j'ai vues quand j'avais pratiquement 15 ans, c'est à peu près les mêmes vieilles bâtisses qui s'y trouvent. L'État peut récupérer tout cela. Qu'est-ce qu'on fait pour le faire à Yaoundé? On vient avec le Katepia, on casse ce qui est déjà là. Oui. Je dis que c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, et le FDR, nous pensons que c'est ça même qu'il faut faire. On dote Yaoundé d'un statut spécial pendant peut-être 15-20 ans. C'est-à-dire que quand on adopte le budget de l'État, on dit le budget de Yaoundé, de la ville de Yaoundé, c'est 100 milliards, c'est 200 milliards, c'est 500 milliards. Ça permet justement que des capitales comme Vogada, on vient, on recense tous ceux qui habitent, tous ceux qui sont là. Est-ce que ce n'est pas plus compliqué? Président, c'est pas compliqué. Le mandat d'un député, c'est 5 ans. Ouais. Le mandat du président, c'est 7 ans au Cameroun. Je vais vous dire. Ça veut dire qu'il va vous falloir combien de mandats pour arriver à... on n'a même pas avoir l'Assemblée avec vous, il faudra avoir les conseils municipaux avec vous. Oui. Et il faudra avoir la présidence. J'ai dit que c'est simple. Je suis de ceux qui pensent qu'un président de la République ou un régime ne peut pas tout faire. Je vais vous prendre l'exemple un peu du Sénégal parce que j'ai des amis au Sénégal qui me disent Ouad, quand il arrive au pouvoir, il est venu, son projet c'est quoi? C'est les logements sociaux. C'est-à-dire que Ouad, au Sénégal, vous avez même des dames qui braisent le poisson en bordure de route qui habitent des appartements. C'est plus de 8 millions de logements construits. Donc il n'a pas tout fait. Le président Macky Sall, quand il arrive, lui, il choisit comme les routes. On me dit, on m'informe, et mes amis qui sont de ce côté-là l'ont confirmé, que vous avez, monsieur Macky Sall, à relier toutes les capitales régionales
à la capitale politique du pays, Ouais, pas d'accord. des Pas votre véritables question, autoroutes. si vous faites croire que vos priorités seront les priorités des autres. D'accord, non, mais si je suis président de la République, je suis élu sur la base d'un programme et je l'applique. Et je m'arrange à ce que justement. Alors on a un message qui vient justement de la Côte d'Ivoire, Voilà. de la Côte d'Ivoire. Bonjour, bien-aimé Jean-Jacques, merci. En Côte d'Ivoire, quand le président Ouattara se déplace à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qu'il voit une monticule d'ordures quelque part, il appelle lui-même le maire pour l'interpeller. Les Camerounais souffrent et sont contents de souffrir dans leur propre pays. La Côte d'Ivoire est en train de construire un métro Abidjan à Niama, alors qu'il y a 14 ans, il y avait la guerre dans ce pays. Le président Houphouët avait pensé à Abidjan pour au moins 2 siècles et aujourd'hui ses successeurs peuvent facilement, il écrit peuvent en majuscule, peuvent facilement moderniser Abidjan et la Côte d'Ivoire. Merci de nous regarder là-bas du côté de la Côte d'Ivoire et de partager cette expérience avec nous. Bonsoir le panel, vous n'avez depuis quand à chaque fois que le président de la République passe, on demande aux citoyens de tourner le dos de la route. C'est un exemple là, que si vous ne l'avez pas vécu, sachez donc qu'il y a les hommes en tenue un peu zélés. On ne dit pas que c'est des instructions qui sont données, qui parfois vous imposent ce genre d'exercice. Ou alors vous êtes les seuls habitants de Yaoundé et pensent que c'est simplement de la manipulation lorsque vous le retour du président récent là, où il y a eu des rumeurs sur son décès et tout. Oui. Depuis que le président passe, pour ne prendre que le cas du carrefour Mbombi, par exemple, le carrefour Hawaï, comme c'est normalement appelé, on arrête les populations à partir d'avant la chapelle, c'est-à-dire en allant vers le commissariat de Nkondongo, et on vide les trottoirs. Au niveau du carrefour Coron, on vous arrête à partir de l'entrée de la GP, du côté en venant des Kounou. On arrête tout le monde. Il n'y a personne en route, c'est le désert quand le président passe depuis au moins 5 ans. et vous avez la chair de poule quand vous passez la paix. Il n'y a plus de vitre où le président lève la main, il salue. Je dis en dehors de très récemment, là où il y a eu des rumeurs sur son décès. C'était une opération. Et il n'y avait plus de population sur les routes quand le président passait. Il n'y a plus les groupes de danse qu'on voyait partout là. Même les gens du RDPC, c'est à l'aéroport qui dansaient à l'entrée du palais. Mais au niveau des routes, on balayait tout le monde, il n'y avait personne. Les quelques personnes que vous voyez, si ces personnes-là sont en civil, c'est des gens de la sécurité. Tout à fait. Tout. En civil, voilà. C'est un journaliste qui répond avec des indications précises sur ce qui se passe. Est-ce qu'on peut refaire Yaoundé? Je ne pense pas, contrairement à ce que dit le président Olinga, je ne pense pas qu'on peut refaire Yaoundé. C'est d'autant plus que refaire Yaoundé entraînerait les coûts, parce que vous savez que lorsqu'on casse, il faut dédommager. Donc je pense que même ces fonds de dédommagement là peuvent servir à reconstruire notre ville, comme mon copanéliste le disait tout à l'heure. On peut reconstruire des villes avant de loger les populations, c'est-à-dire on reconstruit intégralement une ville et on décide que la capitale y sera et on commence donc à recaser les populations sur la ville construite. Parce que si on va sur le même modèle que Yaoundé a été construit, c'est-à-dire on dit Yaoundé c'est la capitale et les gens accourent vers Yaoundé, on sera buté par le même phénomène où l'urbanisation ne sera pas de mise, etc. Donc, le seul problème maintenant pour trouver une solution, la seule solution pour sortir de ces bouchons-là, c'est de reconstruire une ville et de faire de cette ville-là une capitale au lieu de casser Yaoundé. Parce que si on se dit qu'on va casser Yaoundé, on va casser quel immeuble et laisser quel immeuble. Et même s'il faut casser certaines villes modernes, vous savez que comme Shanghai, il y a la vieille ville et il y a la nouvelle ville. Il y a des choses qu'on ne casse pas, qu'on ne détruit pas, qu'on maintient, ça devient des attractions touristiques. Oui, mais vous savez qu'on parlait du plan d'urbanisation tout à l'heure. Vous savez qu'il y a certains immeubles qui sont construits là où normalement certaines routes secondaires devraient passer. Et peut-être à cause du laxisme de certains exécutifs municipaux qui font en sorte que le contrôle ne soit pas de mise. Mais si quelqu'un a déjà construit un immeuble, là, lorsque vous viendrez casser cet immeuble-là, cela vous permet ou alors cela vous engagerait de dédommager cette personne-là, alors que ces fonds-là peuvent être alloués à la construction d'une nouvelle ville et
recaser les populations de ce côté-là. Et je pense que parler de la zone de Bafia, je pense que on déplacerait le problème. Parce que vous savez que la zone de Bafia, c'est la route qui va à l'ouest. Et vous connaissez le trafic de cette route-là. Donc, si on met la capitale de ce côté-là, on va déplacer le problème à Bafia. C'est le même phénomène que vous voyez aujourd'hui du côté de Lembe. Sauf que la ville qui va sera aurait les commodités pour si elle est construite, si elle est construite avant que les populations n'y accèdent. On la construit avant, on la dessine, on la construit. Là, par exemple, le problème peut être résolu, mais si on décide de faire de la ville de Bafia ou alors de la zone du Mbameinubu ou du Grand Bam, la nouvelle capitale, et que les populations y accourent sans que les infrastructures aient été construites au préalable, je pense qu'on va tomber dans les mêmes travaux. Et vous savez que c'est le fonctionnement de notre pays aujourd'hui. Moi, je suis enseignant, vous regardez, lorsqu'on crée un établissement, on crée d'abord un établissement à partir d'un arrêté et les constructions se font après. Parfois, vous commencez dans un domicile ou alors, je ne sais pas moi, dans une église. C'est le cas des nouvelles universités. Voilà, le cas des nouvelles universités. Donc, il faut sortir de ce paradigme-là et construire des villes nouvelles qui puissent s'arrimer à la modernisation. Je pense que c'est ça. Alors, lorsqu'on parle des bouchons, messieurs, ce n'est pas seulement un fait de société, c'est un fait économique. Souvenez-vous, il y a cela quelques années, le JICAM, à une époque, avait attiré l'attention des décideurs. La ville, la cité industrielle, la Douala, c'était Douala 4e à Bonabéry, un produit qui vient de l'usine à Bonabéry pour atteindre à cette époque le centre commercial d'Aqua mettait 4 heures de temps. Et en termes de compétitivité, vous ne pouvez pas être compétitif dans des villes qui sont bloquées, là où il n'y a pas la circulation. Vous qui êtes dans la périphérie, aujourd'hui, Yaoundé avait pensé à une voie de contournement entre Ahala pour sortir au carrefour Nkwaba. Mais lorsqu'on voit cette route aujourd'hui, elle n'aide finalement personne. Il y a un phénomène bizarre au Cameroun qui fait que, comme ils ont maintenant l'habitude de nous montrer des images 3D des projets, même l'autoroute Yaoundé-Simalène, c'est en 3D. Lorsque vous voyez en 3D, c'est 3 fois 3 voies. Regardez maintenant, c'est 2 fois 2 voies. L'autoroute Yaoundé-Douala, c'était pratiquement 4 fois 2 voies. Mais c'est 2 voies, c'est-à-dire on a pris des pistes là, on a transformé en faisant comme à Manala où c'est 2 fois 2. C'est ça le problème chez nous. C'est très bien pensé dès le départ. Parfois, on fait même l'appel pour les financements. Mais après, dans la réalisation, on vous dit, il y a eu ci, il y a eu ci, il y a eu ça. Et après, le projet initial n'est pas celui que vous voyez. Et c'est le problème que nous avons. Je voulais faire une parenthèse avant de finir mon raisonnement. Dernièrement, je me suis amusé à regarder, pas m'amuser, mais je regardais le jour de l'inauguration du nouveau palais de l'Assemblée nationale. Et la télévision nationale a fait tout un programme dessus. Et le jour où il y a eu l'incendie en 2017, Jean-Jacques Zé, ce jour-là, les sapeurs-pompiers sont arrivés sur le site. La bouche d'incendie devant l'Assemblée nationale n'avait pas d'eau. Et c'est comme ça que l'incendie s'est propagé à un moment. Il fallait juste éteindre l'incendie avec les citernes qu'il y avait dans les camions des pompiers. Ça, c'est des choses qui ne devraient pas arriver dans une ville moderne. Et c'est parce qu'on n'a pas pensé à cette... Imaginez, le quartier Ngouaikele a un château. Déjà pour entrer à l'université, pour prendre le taxi, on dit je vais au château. Au château, oui. Et il n'y avait pas d'eau pendant qu'il y avait l'incendie dans la première institution qu'il y a eu dans ce pays, l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas d'eau du tout. C'est pour ça qu'il faut pas repenser Yaoundé pour dire qu'on va casser, si on veut créer une nouvelle ville, qu'on la crée. Et maintenant, dans la réalisation de nos projets, si on veut repenser Yaoundé, c'est-à-dire qu'on le fasse de façon scientifique. On ne va pas amener les populations, c'est pas ce qu'on a fait au port de Kribi où les gens sont allés acheter des terrains pour être dédommagés pendant que le projet arrivait. Non, ce ne sera pas ça. L'État est le propriétaire de toutes les terres. Dans une nation, l'État, tous les terrains appartiennent d'abord à l'État. Donc si l'État décide de créer une nouvelle ville, un nouveau Yaoundé, une nouvelle capitale, l'État va juste prendre des terrains quelque part, s'il y a des gens à dédommager en ce moment-là. Parce que tout se passe aussi dans l'administration. Ceux qui conduisent les projets sont ceux qui mettent des fuites et puis les autres disent bon, ils anticipent, on l'a vu à Kribi. Après, il n'y a qu'à dater les titres fonciers. Quelqu'un ne peut pas, si le projet est né en 2024 et puis au moment où la réalisation du projet commence, quelqu'un vient présenter un titre foncier de 2025 ou de 2026. C'est pas possible. Le projet était déjà arrêté, il y a eu une étude de faisabilité, il y a eu des études préalables qu'on fait avant.
Et puis on décide de créer une nouvelle capitale qui est pensée scientifiquement et de façon moderniste. Alors vous avez abordé un aspect de cette capitale aujourd'hui. On reviendra sur la voie de contournement. Sur cette capitale aujourd'hui, si vous avez incendie à Vogby, au carrefour Vogby, la caserne des sapeurs-pompiers la plus proche, je crois que c'est Mimboman. Peut-être on peut encore prendre la petite caserne qui est au carrefour Ouada, quelque part là à côté de la... qui est plus administrative. Oui. Mais ça devient compliqué. Tout cela est un problème. On a entendu justement les municipalités évoquer. Mais la voie de contournement, celle qui est censée servir, être utile au corridor, nous avons reçu le message de quelqu'un qui dit qu'ils sont arrivés à Bankomo hier à 20h et c'est à minuit qu'ils ont pu bouger dans leur car de transport interurbain. Ça veut dire que derrière, il y avait une file des camions qui sont peut-être à destination de N'Djamena ou de Bangui, qui viennent de passer au moins 4 heures de temps sur place. Et c'est avec tout ce que cela suppose. Et prendre cette voie de contournement qui a à peine, je ne sais pas si c'est 7 mètres, et la demande, je ne suis pas sûr que ça a été la solution. Et les études pour la voie de contournement de Yaoundé sont arrêtées définitivement avec la coopération de l'Union européenne depuis 2016. Donc on a attendu que le chantier démarre dans les années 2018. Jusqu'à présent, ça reste aussi une petite vidéo en 3D qui se balade partout. Parce qu'en fait, cette voie de contournement intégrait déjà l'autoroute Yaoundé-Douala. L'autoroute qui n'est qu'à 60 km depuis 2014 aussi, et depuis que ça a été lancé. Donc tout ça fait que on est dans un système où, à chaque fois, dès qu'on vote un budget, c'est même qui gère ce budget-là vont vous dire que vous avez vu l'enveloppe qui m'a été allouée, mais après on a dit qu'on récupère ci chez moi, on récupère ci, parce qu'il y a des priorités. C'est vrai que le pays fait face à plusieurs priorités, d'ordre sécuritaire par exemple, et d'ordre social. Mais à la fin, lorsque vous voulez réaliser quelque chose, il y a un proverbe en métier qui dit que c'est quand on fait mal là. Pour faire du bien, il faut faire du mal quelque part. Et lorsqu'on veut faire du bien dans une capitale comme Yaoundé, il faut faire du mal. On va casser les autres. On a réussi à casser le tabac à une époque parce qu'on a trouvé que ça devenait un problème social. À chaque fois, il y avait des inondations, il fallait intervenir et tout. On a dit, bon, stop, le tabac, c'est mort. On a rasé. Voilà. Mais il faut on ne peut pas raser tout Yaoundé. Mais il faut casser les autres. Moi, je ne suis pas pour raser tout Yaoundé. Non, on ne peut pas raser tout Yaoundé. Moi, par exemple, je suis né, j'ai grandi dans un quartier où pratiquement personne n'a un titre foncier. Mais ces gens-là sont là depuis les années 60. S'il faut raser, on va raser sur la base de certains documents. On ne pourra pas dédommager des familles qui sont là depuis plus de 60 ans. C'est peut-être pour ça que les nouveaux impôts et taxes peuvent vous sauver certaines personnes, parce que si vous les payez, on ne pourra pas vous dire de partir, parce qu'au moins, vous payez une taxe foncière, même si elle est fictive, vous la payez quand même et vous avez les justificatifs. Mais Yaoundé a été... C'est une génération spontanée, comme on apprenait à l'école. C'est-à-dire tout a été fait de manière spontanée. C'est un voisin qui arrive et qui dit, bon, comme il me faut le courant, il va tirer, il met ses poteaux électriques quelque part, les autres tirent aussi et en profitent. C'est comme ça que la les poteaux dans les concessions de voilà. Arrivé seulement à Monamoussa d'ici à côté à Ngouakele, vous allez voir. Les poteaux passé. Il y a même des poteaux qui sont dans des domiciles. C'est-à-dire qu'on a placé un poteau électrique et puis quelqu'un est venu construire sur le poteau et a essayé de bidouiller un peu au niveau de sa toiture là pour mettre des trucs pour que l'eau n'entre pas chez lui. Et il a le poteau dans son salon. Il a affiché le calendrier. Bonsoir à tout le panel. On peut construire une nouvelle capitale, mais ayant un modèle bien précis de plan d'urbanisation. On est encore en Côte d'Ivoire. Je vous invite à visiter Abidjan. D'accord, Monsieur le Président. Il y a une invitation. La Côte d'Ivoire en plein chantier. La Côte d'Ivoire a déjà pris au moins 40 ans d'avance sur le Cameroun. Le budget 2025 de la Côte d'Ivoire est plus double que celui du Cameroun. On fera le voyage pour venir visiter la Côte d'Ivoire. C'est vrai que ceux qui gouvernent n'ignorent rien de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Sauf qu'eux, ils sont préoccupés à garder le pouvoir pendant 50 ans, plutôt qu'à développer... Non, on aime aller se pavaner dans les pays qui ont été... Parfois même ils vont en Suisse, ils vont à l'intercontinental. Et on fait les photos. Et ils ne reproduisent pas l'intercontinental à Yaoundé. Bonsoir, Gisèle. Attention aux affirmations de vos panélistes. Le taureau Yaoundé-Simalène, section race campagne, est bel et bien de 3 x 3. Alors, 3 x 3. On va chercher des images.
on aura certainement des images avant la fin de l'émission. Le numéro qui est affiché C'est des aides de stationnement qu'il ne faut pas est un numéro WhatsApp. 3 fois 3, j'ai l'habitude de passer par là. Il y a des aides de stationnement à certains niveaux qui font qu'on pense que c'est 3 fois 3, mais c'est 2 fois 2. Alors certainement quelqu'un va nous proposer des images de cette autoroute-là, les 60 premiers kilomètres, il dit que c'est 3 fois 3. Par ailleurs, de toutes les discussions que j'ai suivies sur votre plateau, personne n'ose parler de l'indiscipline des usagers de la route et même l'incivisme avec l'occupation de trottoirs. Merci. Il faut d'abord avant de parler de discipline. S'il n'y a pas de point de sortie, c'était le point de sortie, on ne l'a pas oublié. On n'a pas oublié. On est dans la reconstruction, dans la vision globale. Le point qu'il évoque, c'est les attitudes, notamment dans nos villes. La ville a des codes, la ville a des principes, mais on se rend compte quand même qu'on parle de nos villes qui sont entonnoirs. Est-ce que ce n'est pas ça le problème aujourd'hui? On reçoit tout et l'indiscipline prend également de l'ampleur. Oui, l'indiscipline prend véritablement de l'ampleur parce que tout à l'heure là, je vais peut-être évoquer un cliché, tout à l'heure là, lorsque je venais à cette émission, j'ai vécu un scénario où 2 taximans sont entrés en collision. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de dégâts, mais les 2 messieurs sont restés là juste pour créer l'embouteillage et bloquer la circulation. Alors, moi, si j'avais été l'un d'entre eux, même s'il y a eu c'est-à-dire des dégâts, j'aurais enlevé mon véhicule parce que, voyez-vous, voilà, de circuler. Voilà, parce que voyez-vous, la circulation est déjà embouteillée et lorsque on crée de manière express les bouchons, je pense que cela relève de l'indiscipline. Et également, aller questionner ou alors aller interroger certains conducteurs, vous allez vous rendre compte que certains n'ont même pas de permis, certains ne connaissent pas le code de la route. Et lorsqu'on ne connaît pas le code de la route, on ne peut pas normalement circuler sur une route. Donc, il y a effectivement l'indiscipline des usagers qui fait en sorte que même lorsqu'on ne peut pas crier un bouchon, on se retrouve en train de crier. Personne ne veut s'aligner. Personne ne veut suivre le rang. Voilà. On est plus pressé les uns les autres. On va se faufiler. Parfois, sur une route à sens unique, on se retrouve avec 4 lignes de véhicules qui vont dans le même sens. Ça veut dire que les véhicules qui vont en sens opposé n'ont même pas de place pour pouvoir circuler. Donc, je pense qu'il y a des cas d'indiscipline comme cela qui font en sorte que la circulation soit bouchée. Mais au niveau des cas d'indiscipline, il y a également, faut pas se le cacher, il y a également que le Cameroun n'a pas de route. Ça, il faut le dire. Le Cameroun n'a pas de route. Et même celles qui sont là sont en mauvais état. Vous allez voir les routes de Yaoundé ont des bouchons, des nids de poules, etc. Lorsque vous avez votre véhicule, vous avez tendance à le protéger. Vous n'allez pas entrer dans un nid de poule pour que votre véhicule se casse. Pourtant, si la route était de bonne qualité, cela permettrait que la circulation soit fluide et que les populations vaguent normalement à leurs occupations. Alors, on a le cas du marché à Tonambala, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Lorsque vous allez là-bas, vous vous rendez compte que ce qu'on laisse aux automobilistes, c'est le tiers de la route. Les 2 autres tiers sont occupés par des commerçants qui sont à l'aise, qui ne se gênent pas. Vous devez vous débrouiller, vous automobilistes, à circuler. Les cas d'indiscipline, on ne peut pas ignorer cela quand même. Jean-Jacques Zé, pour les questions de discipline, je vais prendre 2 exemples qui font partie de notre passé récent. Il y a eu 1 décembre, je ne me situe pas bien sur l'année, l'ancien délégué à la Sûreté nationale, qui est après devenu ministre de la Défense, après ministre des Transports, après en délicatesse avec la justice, avait institué un Noël sans embouteillage à Yaoundé. Et ça s'est passé tel qu'il avait dit. On avait aligné des policiers sur tous les carrefours. Je crois qu'il était allé chercher des stagiaires à Moutenguene qui ont fait le travail. Le deuxième exemple, l'ancien délégué du gouvernement de la ville de Yaoundé, lorsqu'il a mis le système de sabots dans la ville, les gens se sont disciplinés d'eux-mêmes. Jusqu'à présent, à Yaoundé, on sait où on peut garer et où on ne peut pas se garer parce qu'après, il y a le sabot qui va passer et c'est 25 000. Pour la petite histoire, j'aurais appris à une époque, il y a une dame qui a été maire, dont le mari aussi a été délégué du gouvernement, qui avait été sabotée en pleine ville parce que c'était mal garé. Elle a appelé au téléphone pour lui dire que les gars m'ont posé le sabot. Il a dit il faut payer. Oui. Après, tu viens me voir, je vais te rembourser, mais paye d'abord. Paye d'abord. Oui.
Les gens se disciplinent lorsqu'on impose un certain ordre et lorsqu'on voit l'apport de cet ordre-là qu'on impose. Vous ne pouvez pas avoir tout ce qu'on a à Yaoundé maintenant, l'insalubrité et ceci, et puis vous demandez aux gens d'être disciplinés. Parce que vous avez les poubelles qui vous imposent également. Qu'on voit un service d'hygiène, qu'on voit ceci, et puis lorsque vous allez même de la fenêtre de votre voiture jeter des ordures en route, quelqu'un qui vous interpelle et qui vous dit, par rapport au geste que vous venez de faire, vous allez payer 10 000 francs. Parce que cette route-là est balayée, et ceux qui balayent, on doit les payer. Tant qu'il n'y a pas toutes ces petites commodités, chez les autres, les gens acceptent les taxes, les gens acceptent les contraventions et tout le reste, parce qu'il y a un fruit qui vient derrière. C'est comme cette taxe ou cet impôt qu'on est en train de vouloir imposer à la population. Vous ne pouvez pas imposer à une population qui n'a pas d'accès à l'eau, qui n'a pas d'accès à l'électricité, qui n'a pas d'accès à la santé. Vous leur demandez de payer encore d'autres taxes pour dire que c'est pour les collectivités locales décentralisées. Non. Assurez le minimum et les gens vont se plier. Lorsque quelqu'un sera en erreur, c'est son voisin qui va lui dire tu es en erreur. Et lorsque vous êtes dans les rues de Kigali, si vous avez pas un papier de peau de banane, vous la mettez dans la poche parce que vous sentez même si vous avez un Kleenex dans votre poche, vous ne le jetez pas. Parce qu'au moment où vous le jetez, il y a quelqu'un qui va vous dire, monsieur, ce que vous avez fait là, ça vaut votre. Mais déjà l'état d'entretien de la ville, de la voirie, voilà, tout ça suit. Vous discipline aussi. Tout ça suit. Alors, les cas d'indiscipline ne sont pas négligés. L'incivisme et l'indiscipline. Vous savez, et c'est là où je suis heureux de ce qui vient d'être dit. Lorsque nous parlons de refondation de ce pays, vous savez, les révolutionnaires sont des gens patriotes et disciplinés. La discipline fait partie justement des ingrédients qui amènent une société à s'élever et à avancer. Vous parlez de Kigali, effectivement. Si on prend Accra dans les années Rawlings, ça aussi, c'est ça la discipline. C'est-à-dire que vous mettez des normes. Et vous vous arrangez à ce que les gens voient effectivement que vous travaillez pour eux. Et quand vous avez mis des normes, effectivement, vous les appliquez rigoureusement. C'est-à-dire effectivement que quand vous avez dit on ne doit pas jeter les pots de banane en route, il faut bien que les citoyens constatent que les routes sont propres. Il faut qu'ils constatent qu'il n'y a pas de poubelle qui dispute la chaussée avec les automobilistes. À partir de ce moment, quand quelqu'un lui-même veut jeter un bout de papier et qu'il trouve que tout est clean, il faut donc aussi qu'à côté, parce que il y a toujours des gens qui vont toujours transgresser, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui dise ce que vous venez de faire, ça vous faut 3 000 francs d'amende. Et il faut qu'en allant payer, il sache que ces 3 000 francs n'iront pas dans les poches de quelques apparatchiks qui iront acheter des immeubles à Washington et autres. Que ces fonds collectés dans le cadre des contraventions, des amendes qui sont reversées dans le circuit justement d'assainissement de la ville. C'est ça qu'il faut faire. Et ça, c'est ce soit pas comme la vente du péage qui est censé entretenir la route, mais la route est dégradée même au niveau du poste du péage en question. Donc il y a vraiment la discipline, mais il faut discipliner. Discipliner d'avoir également une police qui gère la circulation. Tout à fait. Vous avez à Yaoundé la circulation qui est parfois abandonnée aux volontaires. Vous avez le Benskiner qui gare sa moto. C'est lui qui gère la circulation sans avoir la science et la technique. Malheureusement, c'est ce qui se passe alors que nous avons les forces de défense, et notamment la police qui peut faire ce travail-là. Qui doit le faire. Qui peut faire ce travail-là et bien le faire. Il doit le faire. Il peut le faire et il peut bien le faire. Mais malheureusement, ce n'est pas souvent ce qui se passe. Vous voyez, parfois dans les carrefours, il y a c'est-à-dire des usagers qui sont obligés de garer leur véhicule parce que l'embouteillage a pris le coup et qui doivent diriger la circulation et qui ne se connaissent pas aux usages de la circulation. C'est un art, c'est une science. Voilà. Donc je pense qu'il faut véritablement que, c'est vrai qu'on a évoqué l'incivisme des populations, mais il faut véritablement que nos pouvoirs publics, notamment les forces de défense, s'appliquent à diriger la circulation lorsque il y a, parce que nous avons dit tout à l'heure... On connaît les carrefours. On sait là où ça ne marche pas à certaines heures. Et vous allez être quand même surpris qu'à ces carrefours-là, on ne trouve pas la police qui est appelée à gérer la circulation. Et vous allez vous rendre compte que parfois, même quand la police y trouve, mon frère a parlé tout à l'heure du carrefour Hawaï, parce que je passe par là aussi quelquefois pour aller à la périphérie. Mais parfois les policiers, ils sont plus préoccupés à aller faire autre chose qu'à régler la circulation.
ils sont plus préoccupés à aller faire autre chose. Je voudrais pas Parfois, ils nomment la chose. Mais nous, la circulation est totalement bouchée. Ils abandonnent. Parfois, vous avez des camions qui sont garés là. Personne ne vient essayer de décanter la situation, mais ils sont préoccupés. La police doit être là pour faire son travail. On avait développé, on a pensé qu'elle se développerait davantage, la police de proximité. On les avait vus avec des bicyclettes de 20 mètres pour dire que désormais, cette police se rapproche des points critiques pour gérer la circulation. Voilà, dans le prolongement du président Aimé Cyprien Olinga, j'étais en train de dire tout à l'heure que parfois dans certains carrefours, vous allez voir des postes de police et les policiers sont là, mais la circulation est bouchée. Ils sont assis. Ils sont assis parce que véritablement les gens ne veulent pas prendre le taureau par les cornes pour que la circulation soit fluide. Et maintenant, est-ce que on vous affecte à la circulation, c'est une punition? Non, nous sommes quand on est à l'Oképi avec les gars et pour gérer la circulation, certains sont partis d'officier, premier gars à la commission. Mais oui, il y a 2 ou 3 policiers qu'on connaît dans ce pays, à Pointinini, du côté de Coran. Il y a le cœur de Lion qui était avec un exemple de quelqu'un qui le fait bien. On l'appelait cœur de Lion à l'époque. Il a eu la reconnaissance et aujourd'hui il est salué par les populations. Quand vous arrivez à Coron, vous voyez ce policier travailler, vous avez envie d'orienter votre enfant à la police parce qu'il vous donne envie, il est toujours bien habillé, il est poli, il fait bien. Amot Stanislas Ambela, c'est son nom, alias Amot Adouala Ndokoti, qui de jour comme de nuit faisait son travail sans demander forcément qu'on lui donne les 1000 francs. D'ailleurs, il disait qu'il gagne plus que ceux qui demandent 1000 francs parce qu'il y a toujours les grosses voitures qui s'arrêtent. On dit Amot, vraiment, ouvre la malle arrière, tu travailles bien, prends tout ce qui est là-bas. Et il faisait son travail beaucoup d'amour. Il y a quand même 2 ou 3 policiers comme ça qu'on doit saluer. Peut-être que les autres devraient suivre en sortie. Non, écoutez, Jean-Jacques, je pense que lorsqu'on est un agent de l'État, on devrait servir partout où le besoin se fait ressentir. Il n'y a pas à choisir des postes de travail pour dire que non, je gagne plus d'argent au commissariat. C'est d'autant plus qu'on a son salaire à la fin du mois. Et on est payé parce qu'on est censé rendre service aux Camerounais. Et si on trouve que aller en monde idéal. Voilà. Le monde idéal. Non, c'est ce monde idéal-là que nous voulons pour le Cameroun. Parce que si nous n'avons pas un monde idéal, le Cameroun ne peut pas se développer véritablement. Il faut que la corruption soit bannie. Et la corruption ne peut être bannie que dans le monde idéal. C'est vrai qu'elle ne peut pas être bannie à 100%, mais il faut quand même que la corruption soit baissée de manière drastique, de telle manière qu'on voit que les efforts du pouvoir public ont véritablement marché et que la corruption n'est plus de mise. Et ce n'est que lorsque la population qui est en bas voit les efforts du gouvernement, les efforts des pouvoirs publics, qu'elle peut se mettre en branle pour accompagner ce gouvernement-là et que le Cameroun soit un Cameroun moderne. Merci pour ce regard sur les bouchons. On pourrait parler de Douala et d'autres villes du Cameroun. Douala a présenté lors de la dernière édition du Sahel à Kribi son plan de mobilité urbaine, un projet novateur avec tout ce qui va avec. On espère que ça va être matérialisé pour que Georges Parfait n'ait pas raison de dire qu'on a un pays des maquettes, qu'on a un pays de maquettes en 3D où tout est beau, mais lorsqu'on arrive sur le terrain, ce n'est pas ça. On prend une respiration. Afrique centrale, qu'est-ce qui coince? C'est le thème de notre causerie de ce soir, le thème central. Monsieur, je vais vous lire un passage qui est relatif à la signature du traité de N'Djamena le 16 mars 1994. La vision des chefs d'État est de faire de la CEMAC un espace économique intégré, on note cela, émergent, où règne la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement humain à l'horizon 2025. C'est-à-dire dans deux semaines. On sera en 2025. Voilà les ambitions de la CEMAC entre 1994 et 2024 qui est en train de s'achever. Qu'est-ce qui coince pour que ces points bien soulignés dans la charte puissent se mettre en place? La CEMAC. Déjà, il faut d'entrée de jeu dire qu'il y a la volonté des chefs de l'État.
Parce que sans réelle volonté, on ne peut pas assister à une intégration dans la sous-région. Et le président manque de volonté ou bien il y a de la volonté? Manque de volonté, il faut le dire. Et le président de la République, son Excellence Paul Biya, le rappelait encore, même si ce n'est pas en ces mots, lors de son discours d'ouverture de ce sommet de la CEMAC, là, que les résolutions qui avaient été formulées lors du sommet de 2021 n'ont pas véritablement été appliquées par les différents chefs d'État. Et on voit en filigrane l'intégration, la libre circulation dans le domaine de la zone de la CEMAC. Et véritablement, dans certains pays, cette libre circulation-là est de mise. Dans d'autres, il y a des chefs d'État qui gardent encore la main pliée. Pour être pratique, il n'y a pas une libre circulation concrète entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Il n'y en a pas de façon concrète entre le Cameroun et le Gabon, par exemple. Véritablement, moi, je n'ai pas voulu citer certains pays. C'est la causerie du soir, il faut qu'on se comprenne. Voilà. Donc, je pense que s'il y a véritablement une libre circulation, cela permettrait que l'intégration dont vous évoquez tout à l'heure soit véritablement de mise et que les populations se sentent dans la zone CEMAC comme étant, c'est-à-dire... c'est une communauté, comme étant dans un espace communautaire. Qu'il n'y ait pas de décision entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, par exemple, où les populations camerounaises se sentent mal à l'aise de ce côté-là. Qu'un Camerounais, lorsqu'il arrive en Guinée équatoriale, au Gabon, en RCA, etc., se sente véritablement chez lui, parce que la CEMAC, c'est un tout. C'est-à-dire les populations camerounaises, les populations de la Guinée équatoriale, etc., devraient se sentir à l'aise partout où elles sont. Donc, il faut véritablement cette libre circulation-là pour que les populations soient à l'aise. C'est le basique souhaité par les populations. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que cela, parce que lorsqu'il y a libre circulation, il y a l'économie qui se met en branle, parce que lorsque j'ai, par exemple, mes produits et que je vais vendre en Guinée équatoriale, si j'ai des problèmes de passage en route, cela ne me permet pas de véritablement vendre mes produits à temps et de renflouer l'argent dans l'économie de mon pays. Et même lorsque je vais vendre ces produits-là de ce côté-là, il y a certains éléments qui permettent à ce que les commodités se mettent en place et que l'économie même de ce pays-là est aussi des gains subséquents. Le pari de l'intégration n'est donc pas gagné. Le pari de l'intégration n'est pas gagné jusqu'à présent et il faut véritablement que les chefs d'État, comme je disais tantôt, se mettent en branle pour que ce pari-là soit de mise d'ici 2025. Le pari de l'intégration, le pari de l'émergence, le pari de la sécurité, de la solidarité, lequel a un peu évolué? Pour parler de la CEMAC aujourd'hui, il faut regarder un peu dans le rétroviseur. Nous venons d'où? Nous venons de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale, l'UDEAC. L'UDEAC. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'UDEAC? On dit bien Union douanière. Est-ce qu'en ce moment-là, on a fait tomber les barrières douanières de l'époque pour dire mais non, nous ne sommes plus juste une simple union, nous sommes une communauté. La communauté implique des objectifs communs. Oui. C'est-à-dire, nous voulons avancer vers quelque chose ensemble. Nous disons, nous sommes déjà une communauté, nous sommes frères, nous sommes sœurs, pour parler de manière plus simple. Est-ce que ça a marché? Est-ce que, avec les limites qu'a montré l'UDEAC à l'époque, en passant à la communauté des États économiques et monétaires de l'Afrique centrale, est-ce que nous avons corrigé les erreurs de l'UDEAC? Est-ce qu'en voulant nous projeter, nous avons vraiment quelque chose qui dise qu'aujourd'hui nous sommes une communauté? Moi, je pense que non. Je ne veux pas être pessimiste. Je crois en la CEMAC, mais en l'état actuel des choses, la CEMAC, je mesure mes mots en disant que c'est un flop. Et c'est un flop parce que il a manqué de volonté politique à beaucoup de dirigeants des 6 petits pays qui constituent la CEMAC. Les gens sont restés cloîtrés au niveau de leur nombril. Et ils ont pensé que seuls, ils pouvaient s'en sortir. Or, dans la communauté, il n'y a pas de plus nantis, il n'y a pas de moins nantis. Il y a juste des gens qui veulent atteindre certains objectifs ensemble. Et c'est ce qui a manqué et qui manque encore à l'Afrique centrale jusqu'à ce jour. Tant que ces gens-là n'auront pas tué leurs petits égoïsmes, leur petite façon partisane de penser l'Afrique et l'Afrique centrale en particulier, on ne s'en sortira pas.
C'est ce qui est jusqu'à présent. On a pensé certains petits projets qui ont essayé de marcher. Le passeport CEMAC, qui ne nous sert pas à grand chose, nous qui l'avons. Nous avons peut-être des plaques CEMAC pour les véhicules. Où on nous les impose à des prix exorbitants même d'ailleurs, dans chaque pays. Mais ça ne sert pas à grand chose, puisque lorsque vous arrivez à la frontière du Cameroun pour le Gabon, on va vous demander une flopée de papier qui normalement ne vous servent pas à grand chose. Si vous dites que vous êtes dans une communauté, les barrières sont la carte rose aussi. La carte rose, le permis, l'assurance pour tout le monde en Afrique centrale. Oui. Toutes ces choses-là sont des barrières qui font que chaque pays est resté dans ses particularismes. Ce n'est pas parce que je suis Camerounais, mais je vais dire que le Cameroun dans la CEMAC reste pratiquement le seul pays ouvert à tous. Les autres se sont cloîtrés, et peut-être le Congo aussi. Les autres se sont cloîtrés dans leurs petits égoïsmes, dans leur petit système qui a fait qu'à un moment, ils ont eu des moyens, d'une certaine façon, surtout ceux qui ont exploité le pétrole. Le pétrole. Oui, se sont donné des ailes et se sont dit, on peut se passer de la CEMAC. Parce qu'il y a un gros problème de ce qu'on pourrait appeler l'attitude des dirigeants et des ressortissants de certains pays qui se prennent. Et ça part des dirigeants, des petits rois, comme le débat qu'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire, lorsqu'on impose aux gens et qu'on leur dit, c'est maintenant comme ça qu'on va fonctionner. Quiconque s'écarte de cette ligne est frappé. Ça va changer. Les mentalités vont évoluer. Comme disait quelqu'un, ça va évoluer dans un sens comme dans un autre. Mais ça devrait évoluer parce que nous avons des objectifs communs. Par rapport à l'acte d'intronisation de la CEMAC que tu as lu tout à l'heure, Jean-Jacques, on comprend bien quelle était la volonté de ces pères fondateurs là au moment où on mettait sur pied la CEMAC. Mais ça a commencé à aller dans tous les sens. Et c'est arrivé au niveau des revendications des postes de responsabilité dans les différentes structures. Et après, ça s'est bloqué. Ça fait que jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on nous a promis dans la CEMAC, des années après, nous en sommes même pire qu'au point de départ. Je peux me dire que l'IDEAC encore était mieux, c'était mieux pensé. Mais rien n'a changé, rien n'a évolué à mon avis. En dehors des sommets des chefs d'État qu'on voit comme on le vit maintenant à Yaoundé avec les embouteillages et les coupures. Mais les sommets qui ne sont pas toujours, qui ne brillent pas toujours par l'assiduité des membres des CEMAC. Non seulement il n'y a pas l'assiduité, les résolutions même ne sont pas mises en pratique à chaque fois. À chaque fin de sommet de la CEMAC, il y a de nouvelles résolutions, surtout sur la libre circulation. Cette libre circulation fait problème depuis l'UDEAC. Jusqu'à présent, et depuis qu'on est dans la CEMAC, on est dans les mêmes travers. On évoque le même sujet chaque fois. Moi, j'aime souvent apprendre, lorsque je parle de la CEMAC, il y a eu un monsieur qui est finalement été devenu leader politique au Cameroun de regretter mémoire, monsieur Njonga, pour ne pas le citer, qui avait souvent, qui disait toujours que le Cameroun, par exemple, il faut le penser en zone de production agricole, parce que lui, il parlait toujours de l'agriculture. La CEMAC aussi, il faut la penser en zone de production, pas seulement agricole. Si nous trouvons que le Gabon est mieux dans l'exploitation du poisson, par exemple, la pêche, on donne au Gabon, et le Gabon arrose l'Afrique centrale, c'est le premier marché, prioritaire. Le poisson qui est pêché au Gabon est vendu en priorité en Afrique centrale. Ça veut dire que ceux qui ont investi dans le poisson au Gabon récupèrent leur investissement. Parce que lorsqu'on regarde les projections vers l'émergence de la CEMAC, on ne sait pas sur quel pilier ils se fondent, sur ce qui peut faire le point fort, la rampe de lancement vers cette émergence. Déjà, chacun en Afrique centrale a son rendez-vous avec l'émergence. A son rendez-vous avec l'émergence. Le Gabon, à l'époque, dans l'ancien gouvernement, c'était en 2025. 2025. Donc, dans 2 Je crois que le Tchad était sensiblement la même. Voilà. 2020, nous, au Cameroun, c'est à l'horizon 2035. Les autres, ils avaient même donné une date fixe. Nous, on a dit à l'horizon. Donc, il n'y a pas une convergence. Il n'y a pas une convergence. Or, ça devait être quelque chose qui aurait dû être pensé de façon scientifique. C'est-à-dire, on étudie le marché de la CEMAC, qui est un grand marché. On dit, bon, nous maintenant, 2008 ne nous a pas donné des leçons. Parce que c'est le monde de notre agriculture, on aurait pu l'impulser d'une autre façon. Le Cameroun ne devrait plus être là à importer du riz avarié et tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Le Cameroun ne devrait plus être là à faire des blé d'ailleurs. Déjà que dans ces pays, on a eu la soie des blés, on a eu la sèmerie. Toutes ces sociétés-là devaient maïs, l'Afrique centrale. On a des entreprises qui produisent du sucre. Notre sucre, même au Cameroun, il est rare. Vous arrivez dans les magasins, vous prenez plutôt encore le sucre étranger parce que le sucre produit au Cameroun, vous ne le trouvez même pas. Il y a tout ça. Ça fait donc qu'il n'y a pas une politique commune qui est vraiment pensée. En fait, elle est pensée, mais elle n'est pas implémentée. Elle n'est pas implémentée. Et personne à cause des freins de certaines personnes. Je ne sais pas seulement dire les dirigeants, c'est-à-dire tout l'appareil qui est mis autour.
il y a trop de blocus, chaque gouvernement a ses objectifs et tout. On voit un peu comment ça se passe dans l'Union européenne. Après, ceux qui ne veulent pas, ils sortent. Si vous ne voulez pas, vous sortez, mais on dit telle norme a été instituée pour l'Union européenne. On ne veut pas savoir si c'est un pays fort ou si c'est un pays faible. On met tout le monde au même niveau. C'est comme ça que la CEMAC devrait réfléchir avant même de penser à intégrer l'Union africaine. Allons à l'Union africaine étant déjà fort. C'est ce qui arrive maintenant même sur le plan politique. C'est-à-dire parfois le Cameroun a un candidat à une institution internationale. Après on vous dit, le Gabon n'a pas choisi le candidat que le Cameroun a choisi. Le Gabon allait choisir un candidat à la CEDEAO. Ça ne devrait pas se faire. Lorsqu'on est dans la CEMAC, donc on dit que nous parlons tous ensemble. Qu'on est une communauté. L'Afrique centrale marche à reculons. Jean-Jacques Zé, pendant la CAN 2024, le ministre du Tourisme avait reçu les jeunes TikTokers parce qu'ils faisaient la promotion de la Côte d'Ivoire. Jean-Jacques Zé, combien de fois pouvez-vous être reçu par les ministres au Cameroun si vous avez un projet important pour le Cameroun à lui soumettre? Voilà, un avis qui vient également de Côte d'Ivoire, beaucoup de ce côté-là. Alors, on a dit intégration sur la balance. On n'a pas beaucoup avancé. Le président Aimé Cyprien, l'émergence reste à questionner parce que les objectifs on commence à atteindre le point visé, 2025 pour les uns, 2035 pour les autres. La sécurité, la solidarité, la bonne gouvernance, sur ces points qui fondent la CEMAC, quel regard? Un regard de désolation, un regard de déception. Un regard en tant que panafricaniste qui de plus en plus nous amène à nous questionner si justement les dirigeants d'Afrique centrale sont au service de leur peuple. Nous nous posons vraiment cette question. Et puis on ne peut pas parler de communauté. On parle de communauté économique et monétaire. Est-ce que l'économie est intégrée? Est-ce que l'espace que nous avons, parce que je voudrais faire une petite bifurcation, monsieur Zé. Il y a, je crois, 3-4 ans, à la suite d'une certaine réflexion qui s'était engagée du côté d'Afrique de l'Ouest sur la monnaie, notamment le CFA. On parlait d'éco, c'est vrai qu'à un moment donné, ça bat de l'aile, mais au moins ils étaient quand même avancés, parce qu'on avait déjà quand même le nom d'une monnaie qui n'était plus, qui était envisagée. Mais en Afrique centrale, il y a eu des discussions, des chefs d'État se sont retrouvés ici. On a dit également que les 6 chefs d'État ont engagé une commission d'experts techniques pour penser justement comment sortir du CFA pour avoir une monnaie commune qui fonctionnerait différemment que le CFA. Jusqu'à présent, voyez-vous, le dernier sommet, on a dit que cette commission était toujours en train de réfléchir. C'est pas facile. Bon. Et pourquoi c'est pas facile? C'est pas facile justement parce que vous savez, comme je l'ai dit, chacun joue sur mon ami a parlé des égoïsmes et on le remarque, surtout de quelques pays. Il faut le dire, la Guinée équatoriale ne joue pas le jeu de la communauté. Nous sommes désolés de le dire. Le dire ne veut pas dire qu'on n'aime pas les Équato-Guinéens. Mais tout le monde sait qu'ils sont parmi ceux qui mettent un frein, j'allais dire, sur ces projets intégrateurs. Le Gabon également. Et quand vous voyez, on ne met pas une communauté, on ne crée pas la communauté sur la base de rien. C'est sur la base d'un certain nombre de critères. Est-ce que, en mettant en place la CEMAC, les pays ou les dirigeants de la CEMAC ont mis en place des critères de convergence? Parce que l'Union européenne fonctionne justement sur cette base. Et de telle façon qu'on n'était même pas obligé. Et moi, j'ai toujours dit, si je suis président du Cameroun, nous allons faire avancer le processus d'intégration. Et nous le ferons avancer avec ceux qui sont prêts. Parce que le plus important n'est pas de dire, comme vous êtes dans le même espace, on vous met quand même tous à l'intérieur et on dit on va se battre pour que nous soyons intégrés. Le fait d'être géographiquement proche n'est pas un critère objectif quand vous voulez mettre en place un espace communautaire. Quand vous voulez mettre en place un espace communautaire. Donc moi j'ai dit, si je suis le président du Cameroun, ceux qui sont prêts à aller vers la libre circulation, on va avec, même si nous sommes 2 ou 3. Ceux qui ne sont pas prêts à attendre,
C'est comme ça qu'il faut, il faut faire. Il faut une volonté politique de nos dirigeants à aller vers l'intégration. Parce que l'intégration apportera du développement à tout le monde. Puisqu'elle crée un marché un peu plus large. Oui. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez imaginer, moi-même je me suis posé la question de savoir quelquefois. Vous avez, c'est vrai que notre raffinerie, d'abord qui ne raffine pas le pétrole camerounais et qui est un problème, était déjà là. Mais on vous dit quand même que vous êtes dans un espace et puis chaque pays a sa raffinerie. Est-ce que ça tient économiquement? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça permet de vous projeter? Donc, il faut élaborer des secteurs où il y a des avantages. On parle d'avantages comparatifs. Si le Tchad peut nous raffiner du pétrole, enfin, peut raffiner du carburant et irradier, c'est-à-dire le distribuer dans toute l'Afrique centrale à 500 francs, à 400 francs, c'est mieux que chacun qui pourrait avoir sa raffinerie et on aura 800 1000 francs par ici, le litre, et ainsi de suite. Donc, on voit là où les pays ont un certain avantage par rapport à d'autres et c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Maintenant, j'ai l'impression que là où nos pays, nos dirigeants ont véritablement décidé de faire l'intégration, c'est justement dans la gouvernance. Parce que elle est comme elle est, et tout le monde le sait, elle est chaotique, une malgouvernance généralisée. Et la longévité, pour certains, bon, on peut enlever 2 ou 3 qui sont nouvellement arrivés, même s'il faut interroger si l'ambition n'est pas aussi de faire comme les patriarches. On ne leur ferait pas ce procès d'intention. On ne leur fera pas le procès d'intention. Mais quand vous observez les autres, ceux qui sont là, mais vous avez l'impression que ce qui intéresse ces gens, c'est de se rencontrer depuis 1990, 81, 82, c'est les mêmes, ils se rencontrent, ils se tapotent, ils boivent un peu de vin et puis ils rentrent, ils se moquent de leur peuple. Donc c'est la malgouvernance qui est la chose la plus partagée. C'est la volonté, le manque réel justement de démocratie, il faut le dire également, qui est le critère que l'on peut observer dans tous ces pays-là. Vous avez comment on peut imaginer, quand vous voyez la situation économique, je crois même que c'est l'un des sujets pour lesquels ils se sont retrouvés. Vous avez des pays qui sont surendettés, où la dette extérieure et même intérieure est abyssale. Et ils se partagent ce palmarès. C'est-à-dire que vous avez des pays comme le Congo où le service de la dette aujourd'hui, on dit qui se rapproche de 1500 milliards par an et où apparemment les dirigeants n'arrivent même plus à tenir. Vous avez le Gabon, bon, même si plus ou moins on peut quand même estimer que le nouveau président qui est arrivé va prendre du recul pour mieux examiner ces choses-là et de manière à les mettre, à encadrer tout cela pour que le Gabon aussi ne tombe pas dans le cycle d'endettement infernal, abyssal. Vous avez le Cameroun qui s'inscrit dans la logique justement de s'endetter toujours et vous avez tout cela qui fait en sorte que l'économie de la sous-région est l'une des plus délabrées justement en termes de tout de une sous-région potentiellement riche. Une sous-région énormément riche, scandaleusement riche, suffisamment riche. Et vous voyez également, c'est des pays qui également, dans la gouvernance, ont décidé justement de rester des comptoirs coloniaux. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez de la peine à percevoir les politiques économiques qui s'inscrivent dans la logique de la production. Mais la plupart des économies du Cameroun, du Congo, Brazzaville, de la Guinée, ce sont des économies extraverties. On est resté dans la vente des produits de rente, dans les importations tous azimuts, y compris des cure-dents. On n'a pas véritablement compris que une économie, quand elle veut être forte, doit être une économie de production. Une économie de production, mais une économie d'importation. Vous enrichissez les autres. Vous êtes juste un simple comptoir. Et je comprends pourquoi nous sommes... Et davantage, je continue à dire que si nos dirigeants d'Afrique centrale s'étaient inscrits au moins dans l'esprit de copier les autres,
ils auraient compris effectivement que garder les mêmes gens à la tête des États, le président il revient là-dessus. c'est un problème. Il revient là-dessus. Je vous attendais à ce niveau-là. Je savais que ça allait sur votre chute. Justement, oui, je vais chuter. Donc, vous voulez que je le fasse pour dire qu'en réalité, il faut que les peuples d'Afrique centrale, comprennent qu'ils doivent prendre leurs responsabilités en amenant leurs dirigeants à comprendre que nous ne devons pas nous écarter justement de la dynamique du monde d'aujourd'hui qui voudrait que les choses changent, que les hommes changent, que les époques changent, mais qu'on s'adapte. Vouloir absolument rester dans les archaïsmes du passé pendant que les autres avancent fera en sorte que même en 2050, nous serons toujours en train de faire des débats. Les chefs d'État viendront toujours... Même si vous devenez président de la République? Non, mais si je deviens président, moi je vous ai dit, je change de paradigme. Ça veut dire que comme nos amis équato-guinéens estiment qu'ils ne peuvent pas aller tout de suite à l'intégration, nos amis guinéens, on les laisse de côté. Qui n'est pas d'accord. Si le Tchad est prêt, la Centrafrique, on va à l'union avec les trois, on met en place une dynamique et on avance avec les trois. Et vous répondez quoi à ceux qui pensent qu'on pourrait même aller à une fusion avec la CEAC? Mais ce serait même l'idéal. Ce serait l'idéal. Parce que comme je vous ai dit, moi je suis panafricaniste. Je suis panafricaniste de gauche qui pense que les affaires de souveraineté, des micro-souverainetés là qui ne servent à rien, on devrait d'abord renforcer justement les économies sur le plan interne, mais beaucoup plus aller vers la constitution des grands ensembles. C'est ensemble que l'Afrique sera forte. Je suis, d'ailleurs dans le programme révolutionnaire de redressement, notre projet politique, nous pensons qu'il faut aller dans la dynamique qui consiste à nous projeter dans 50 ans. Au niveau des États-Unis d'Afrique, nous pensons que dans 50 ans, l'Afrique entière devrait même être des États-Unis, avec une monnaie unique africaine. Et quand vous pensez comme ça, vous vous dites, il faut donc commencer par les petits ensembles. On aurait souhaité que la CEMAC soit une espèce de rampe de lancement, mais quand vous avez des gens qui estiment qu'eux, ils sont des petits rois dans leur pays, c'est leur affaire, mais ceux qui sont prêts à aller vers l'intégration, on va avec, on s'intègre au niveau de la CEAC, et la CEAC étant donc, j'allais dire, déjà intégrée, mais ce serait plus simple et plus intelligent d'intégrer les ensembles des grands ensembles, ces 11 États avec, j'allais dire, de grosses pointures pétrolières comme l'Angola et autres. Comme l'Angola, vous avez le Congo démocratique, qui est un scandale en termes de richesse du sous-sol. Vous avez le Cameroun, qui est également un scandale en termes de sous-sol. C'est on peut dire des mastodontes qui peuvent tirer toute la sous-région s'ils ont des dirigeants éclairés, des dirigeants qui ne sont pas égoïstes. Un peu visionnaires comme vous. Un peu visionnaires. Comme vous. C'est ça, bien sûr. Georges Parfait, avant d'aller à Anissé tout à l'heure, sur cette idée de fusion ou d'absorption, CEMAC, CEAC. Il faut des préalables. C'est un peu comme nous sommes avec la CEMAC aujourd'hui et nous décrions le fait que, ne serait-ce que dans la petite CEMAC là, de 6 États, il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Aller jusqu'à la CEAC, il faudra régler beaucoup de choses au préalable. Et est-ce que la CEMAC déjà, en elle-même, a les moyens de sa politique? Est-ce que la CEAC, en agrandissant, aura les moyens de cette politique-là, de sa propre politique? Nous sommes, par exemple, qu'un pays comme le Congo démocratique est en proie à des difficultés sécuritaires. Est-ce que seulement la CEAC est capable de résoudre les problèmes sécuritaires de la République démocratique du Congo? Ça, je ne pense pas. Il faudra toujours faire appel à l'international. Vous avez vu, à un moment, on nous a fait savoir que même le budget de l'Union africaine recevait une bonne partie de ces charges de l'Union européenne ou des pays européens ou de l'Occident, pour parler en général. Ça ne peut plus être possible. Si les Africains ne peuvent pas s'assumer, même dans leur propre petite tontine, appelons ça comme ça, même dans leur propre petite tontine, il faut toujours faire l'appel à ceux qui ne veulent pas que vous soyez unis. Ça devient compliqué. Si dans la CEAC, nous ne pouvons pas lever ces égos-là, ce n'est pas la CEAC qui viendra résoudre le problème. Faisons une fusion. Allons-y, comme nous sommes partis du DIAC à la CEMAC, la CEAC existait déjà. Maintenant, on veut fusionner les deux.
il faut qu'il y ait une véritable volonté. Pas seulement la volonté dans les discours et dans les écrits, mais une volonté sur le terrain, où nous, les populations d'en bas, nous ressentons le bien fondé d'appartenir à toutes ces communautés. Pour le moment, on ne les ressent pas. Ne serait-ce qu'au niveau de la CEMAC. Nous qui faisons partie de la CEMAC, nous ne les ressentons pas. Comparativement, comparaison n'est pas raison, mais quand même lorsqu'on regarde la CEDEAO, où on part du Bénin pour le Togo, jusqu'en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire on n'a pas de problème, il suffit juste d'avoir sa pièce d'identité et tout le reste. On n'a pas, ne serait-ce qu'au niveau de cette libre circulation-là, qui n'est pas garantie en Afrique centrale. Pour partir du Cameroun, arriver à la zone des 3 frontières, vouloir aller soit à droite en Guinée équatoriale ou à gauche au Gabon, c'est tout un calvaire. Et maintenant, on va dire, on pourra partir du Cameroun pour l'Angola, sachant qu'on va passer soit par le Gabon, soit par le Congo et tout ça pour arriver. C'est un autre problème. Beaucoup plus compliqué. Alors, on revient justement à la lecture relativement à la vision de la CEMAC, intégration, émergence, sécurité, solidarité, bonne gouvernance au service du développement humain à l'horizon 2025. Ils ont, dans le cadre des travaux de Yaoundé, un chapitre consacré à l'évaluation des projets intégrateurs. La CEMAC en a pensé, et en disant par exemple que pour la maturation de cette vision, les chefs d'État ont adopté en 2009 le programme économique régional, le PER, qui vise la mutation profonde des économies pour accroître leur valeur ajoutée et contribuer ainsi à la réduction du chômage et de la pauvreté. Ce programme qui comprenait 84 projets, s'appuie sur 3 piliers essentiels, à savoir l'énergie, l'agriculture, l'économie forestière et les mines et la métallurgie. L'agriculture, l'économie forestière, les mines et la métallurgie. Sur ce point-là, est-ce qu'on a senti la CEMAC quelque part? Non, je pense véritablement on n'a pas senti la CEMAC et le problème se généralise même. Je lisais tout récemment une autre conjoncture de M. Albert Zefak, qui a été économiste en chef à la Banque mondiale, qui faisait remarquer que l'Afrique ne participe qu'à hauteur de 3% à l'économie mondiale. Et cela est dû au fait que l'Afrique n'intervient pas beaucoup sur, c'est-à-dire les circuits de transformation des matières premières, autant pour moi. Et vous allez voir que le Cameroun a le bois, les minerais. Le bois du Cameroun est transformé à l'étranger. Aujourd'hui, malgré le pléthore de textes depuis la loi forestière de 1994 qui limite les exportations, on est même allé plus loin pour interdire les exportations du bois en grume, mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et également, les minerais. On peut dire que la Sonanime a été créée et on espère que nos minerais seront transformés sur place et que cela pourra renflouer l'économie de nos États au niveau de la sous-région et même au-delà. Et il faut également dire que la CEMAC ne connaît pas seulement les problèmes d'ordre économique, la CEMAC connaît également les problèmes d'ordre sécuritaire. Absolument. Qui, pour juguler certains pays, ne jouent pas franc jeu. Je vais peut-être faire une digression. Vous savez, nous avons une actualité, c'est que le Tchad a quitté, le Tchad est en train de revoir ses traités sécuritaires avec la France. Et en même temps, le Tchad est en train de menacer de sortir de la force multinationale mixte, même si elle n'est pas sous-régionale, c'est-à-dire au niveau de la CEMAC, mais au niveau du lac Tchad. Et les raisons que le Tchad présente, c'est que les États de cette force multinationale mixte, là, notamment le Cameroun et le Nigeria, ne jouent pas franc jeu lorsque une menace s'oppose au Tchad. Donc, je pense qu'il faut véritablement que les États jouent franc jeu, que ce soit au niveau de la sécurité. Parce que lorsqu'on parle d'intégration sous-régionale, cela implique également de la sécurité. Est-ce que les États sont sécurisés de telle manière que lorsqu'on parle d'un État à un autre, qu'on ne court pas un risque d'être kidnappé, par exemple? La réalité, justement, c'est des camionneurs qui étaient bloqués entre le Cameroun et la République centrafricaine. À la suite, justement, de l'assassinat d'un conducteur, il a fallu que les membres du gouvernement des deux pays descendent pour essayer de décanter la situation. Mais c'est des problèmes réguliers
d'insécurité sur ce corridor. C'est des problèmes réguliers d'insécurité, mais qui ne devraient pas exister. Lorsqu'on parle d'intégration sous-régionale, un habitant ou alors un citoyen d'un pays ami et frère ne devrait pas aller de son pays et courir le risque de venir au Cameroun, sachant que le Cameroun est en insécurité totale. Donc, il faut également que ces problèmes de sécurité-là soient jugulés de telle manière qu'on parle d'une CEMAC, non en termes d'individualité, mais en termes de communauté. Le président Olinga disait également tout à l'heure que peut-être certains ne trouvent pas d'importance de faire, c'est-à-dire une communauté. C'est la raison pour laquelle certains devraient être mis de côté. Et même certains peuvent sortir de la CEMAC. On a connu le Brexit en Europe. Vous savez que le Royaume-Uni ne trouvait plus d'intérêt de rester dans la zone, dans l'Union européenne, oui. Et il a demandé ce qu'on a appelé le Brexit. C'est vrai que cela a pris du temps, mais nous sommes arrivés à ce que le Royaume-Uni sorte de cette communauté-là. Donc, je pense que cela peut également arriver en Afrique, notamment au niveau de la CEMAC. Si certains pays ne se sentent pas à l'aise de promouvoir l'intégration prendre la CEMAC, certains pays peuvent se mettre en marge et permettre à ceux-là qui sont véritablement à l'aise avec cette intégration-là de marcher ensemble. Aujourd'hui, vous savez, on parle de plus en plus de la ZLECAf, mais si la notion de libre-échange n'est pas déjà de mise au niveau de la CEMAC. Ce n'est pas au niveau de la ZLECAf que certains pays se sentiront à l'aise de coopérer avec les pays de la CEMAC. Donc, les pays de la CEMAC, que ce soit le Tchad, le Cameroun, la RCA, etc., devraient jouer franc jeu lorsqu'on parle de la libre circulation, lorsqu'on parle de libre-échange, pour que l'intégration soit véritablement quelque chose de palpable et qu'on arrive à une CEMAC qui puisse transcender les barrières, peut-être faire une fusion avec la CEAC comme on le disait tantôt, mais il faut que la CEMAC soit d'abord une entité forte avant de s'exporter. D'accord, on parlait de l'agriculture, par exemple. Nous sommes dans les États riches pour ce qui est de la qualité du sol. Chez nous, on dit que vous prenez l'arachide, vous balancez, ou le maïs, il va pousser sans aucun effort. Mais en termes de production dans la CEMAC, on est encore loin d'avoir une production compétitive qui puisse satisfaire ne serait-ce que la demande régionale. Et l'autre niveau qui était évoqué, celui de la transformation, c'est encore un peu plus compliqué. Oui, mais c'est ce que nous étions en train de dire, parce que il faut, c'est pour ça que je parlais d'économie de production. Et c'est pour ça que les États ne savent pas le faire. Lorsque l'Équato-Guinéen rentre avec son agent du pétrole, il le garde dans la poche, il va faire les achats. Oui, parfois on a eu l'impression que évoluer économiquement, c'est construire une belle route que personne n'utilise. On n'a pas su créer des richesses en partant par exemple de ce que le pétrole a donné comme argent. C'est pour ça que je parlais des comptoirs. C'est-à-dire que des pays qui exportent des produits de rente, on exporte le pétrole, on achète tout ce qu'on consomme d'ailleurs, on vit comme les Blancs, entre guillemets. Mais et nous ne se pose pas la question de savoir, parce que quand vous importez tout, quand vous ne produisez rien, vous vendez les matières premières. J'ai fait la comptabilité, mes études, on a la valeur ajoutée. Est-ce que lorsque vous exportez des matières premières, est-ce que vous créez la valeur ajoutée? Et en gestion, c'est la somme des valeurs ajoutées qui constitue la masse des richesses que vous avez créées. Alors, c'est l'économie de production. Et c'est pour cette raison également que j'ai dit que nos amis de la CEMAC qui s'illustrent, enfin nos dirigeants de la CEMAC, qui s'illustrent par une communauté d'action dans la mauvaise voie. Parce que pour créer l'économie de production, il faut avoir la maîtrise de l'outil de gestion économique qu'on appelle la monnaie. Vous ne pouvez pas produire si vous ne maîtrisez pas vous-même l'instrument de politique économique qu'on appelle la monnaie. Parce qu'une économie compétitive est assise sur deux leviers essentiels. Deux leviers. Le levier budgétaire et le levier monétaire. Or, la plupart des pays de la CEMAC, enfin sinon la quasi-totalité, sont des pays de la zone franc CFA. Et les pays de la zone CFA utilisent un seul levier de gestion de politique économique.
Ce n'est pas cohérent. Avec une telle architecture économique, vous ne pouvez pas développer vos États, vous ne pouvez pas développer vos nations. Et résultat des courses, vous demeurez donc un comptoir colonial. Alors, c'est pour cette raison que je me suis offusqué justement que les présidents d'Afrique centrale, alors que même l'ancien colon, pour certains, et ancienne puissance tutélaire pour nous, parce que moi je n'ai pas l'impression je ne comprends pas pourquoi on nous met dans le même panier. Hein, nous n'avons pas été une colonie. Oui. Donc, nous n'avons pas été une colonie de cette puissance-là. Mais nos amis qui sont avec nous dans la sous-région, certains, ou sinon tous, ont été des colonies de cette puissance. Mais il faut penser à avoir notre souveraineté monétaire. C'est un élément essentiel dans parmi les éléments de fondation que nous devons mettre en place pour nous projeter, y compris dans le sens de l'union. Mais vous voyez, c'est curieux quand même, parce quand vous avez la maîtrise de votre instrument monétaire, vous pouvez avoir des difficultés sur le plan budgétaire, mais vous procédez par des réajustements économiques sur le plan monétaire. Par exemple, la politique de crédit, elle ne va pas se faire avec le levier budgétaire. Elle se fait avec le levier monétaire, les politiques de crédit. Vous pouvez décider, quand vous avez donc la maîtrise de l'instrument monétaire, peut-être de subventionner ou d'appuyer des politiques de création de richesses. Or, comme c'est les autres qui décident sur le plan monétaire, sur ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, à ce moment-là, il y a un souci. Et curieusement, je crois que j'ai entendu dire, je voudrais croire que c'est faux, que certains chefs d'État sont restés là pendant 40, 30, 20 ans. Parce que justement, ils obéissaient. Ils disaient Amen quand on a fini de décider. Donc, nous disons qu'il faut passer, on ne doit plus dire Amen quand on a décidé là-bas. Nous devons décider nous-mêmes de ce que nous voulons faire de notre continent. Nous devons décider nous-mêmes de ce que nous devons faire de notre sous-région. Et à partir de cela, il faut avoir des dirigeants qui pensent d'abord aux intérêts de leur peuple et qui ne pensent pas simplement à garder le pouvoir en servant d'agents du néocolonialisme. Je vais parfois évoquer un peu cette option de production, de faire des bassins de production avec des avantages spéculations. Des avantages comparatifs. Mais là où vous pouvez apporter, vous êtes très fort dans le secteur où vous êtes très fort. Dans le cas de l'Union, on dit, bon, tout le monde va s'approvisionner chez vous parce que vous avez des avantages comparatifs qui permettent justement de satisfaire tout le marché et à moindre coût. Là où le secteur où le Cameroun a des avantages comparatifs par rapport à d'autres, on vous dit, vous allez éradier toute la sous-région dans tel ou tel secteur. Et ça ferait justement avancer. Ça peut même, ce seront des critères qui vont booster justement l'intégration. D'accord. On a quand même l'impression que le scandale camerounais se projette dans la sous-région, avec qu'on reste des pays qui dépendent des importations. Pourtant, l'on dit scandale parce qu'on est en mesure, en partie de nos richesses et de tout produire. Nous avons tout, nous avons l'expertise, nous avons même les financements si nous voulons les avoir. Parce que nous, au Cameroun, ce qui est particulier, c'est que ceux qui se disent même hommes d'affaires au Cameroun sont en fait des commerçants. Oui. Il n'y a pas de ils font venir des marchandises, ce qu'ils font à la limite, c'est dans sachet. Après, ils ne créent pas grand-chose. C'est déplorable pour l'Afrique centrale parce que on n'a pas l'impression jusqu'à présent qu'il y a vraiment quelqu'un qui veut prendre le taureau par les cornes. En fait, c'est le véritable problème que nous avons. Il n'y a pas quelqu'un qui veut secouer le cocotier. Dernièrement encore, nous au Cameroun, on s'est gargarisé du fait que nous soyons sortis des accords coloniaux. Et ce qui s'est manifesté cette année, on n'a pas toujours l'impression que nous le cacao a changé de prix. Bon, ça, nous nous en réjouissons. Mais après, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Et comme le président disait tout à l'heure, ceux qui ne veulent pas marcher, qu'on les mette de côté. Si le Cameroun sait même qu'il est seul à avoir sa vision, qui peut être bénéfique à tout le monde, allons-y. Laissons ceux qui veulent rester à la traîne. C'est la moindre des choses. Le Cameroun, qu'on comparait à la Corée du Sud dans les années 80, ce n'est pas le même Cameroun qu'on retrouve aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'à l'époque, ce n'était que l'UDR, ce n'était même pas encore la CEMAC.
Impulsons et laissons les autres nous suivre. Comme ça, nous serons la tête. C'est comme lorsqu'on parle de l'Union européenne, on dit s'il n'y a pas la France et l'Allemagne, l'Union européenne, ça ne vaut pas la peine. S'il n'y a pas le Cameroun dans la CEMAC, ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas parce que je suis Camerounais que je le dis, mais tout le monde le sait. Nous avons l'expertise. Nous avons la main d'œuvre, nous avons tout ce qu'il faut pour que ça marche. C'est pour ça que chez nous, ça devrait commencer par la façon même de gérer notre propre pays à nous. Tout à fait. Nous devons revoir notre système administratif, impulser à partir de chez nous et ça va faire tâche chez les autres et les autres vont nous suivre. Or, depuis un certain moment, le Cameroun stagne. Et le Cameroun stagne parce qu'au Cameroun, nous avons des politiques qui varient selon les périodes. Et nous avons un axe de priorité qui a été complètement désaxé depuis que nous avons abandonné déjà nos plans quinquennaux. Nous sommes revenus avec le grand discours pour dire que maintenant nous faisons les budgets programmes que nous-mêmes nous ne respectons pas, je m'en excuse. Mais après, qu'est-ce que nous faisons pour monter l'exemple aux autres? Rien du tout. C'est vrai que nous faisons face à d'autres problèmes sécuritaires particulièrement. Nous n'avons pas fini avec Boko Haram, mais nous l'avons quand même réduit à une portion congrue. Et après, nous avons nos propres problèmes internes de sécurité. Mais ça n'empêche pas que d'autres choses soient faites qui peuvent faire qu'au Cameroun, ne serait-ce que le PIB et le taux de croissance qu'on nous a promis à 2 chiffres depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui et qui n'évolue toujours pas, au contraire, qui s'en est à 3% ou 3,5%, encore que là c'est même des chiffres officiels. Mais lorsque on dit qu'on évalue l'avancement d'une société par rapport au panier de la ménagère, et depuis pratiquement 20 ans, le panier de la ménagère au Cameroun ne fait que se vider de toutes les petites substances. Tout est cher. L'inflation au Cameroun, entre les chiffres officiels qu'on donne et ce que le Camerounais qui vit, ne serait-ce que dans les 4 ou 5 principales villes du Cameroun, vit au quotidien, c'est le jour et la nuit. On se demande là où ils vont chercher les chiffres. Et pourtant, tous les jours, c'est la souffrance à l'extrême. D'accord, on aura les résolutions de ce sommet. On verra quelles sont les évolutions qui sont consacrées dans ces résolutions, même si l'observation globale est que l'application est ce qui manque le plus. Je veux quand même vous donner quelques points sur ce qui est des projets intégrateurs. La CEMAC propose une liste des quelques grands projets intégrateurs. Sur les projets routiers, la construction de la route Sangmilima Djoum Mintom du côté Cameroun et Wesso du côté du Congo, cette route longue de 575 km, je crois que là, elle est effective. Les travaux de bitumen sont achevés, l'équipement du poste de contrôle, c'est en cours. Deuxième projet, construction du pont de Bongor entre le Cameroun à Yagua et le Tchad du côté de Bongor, justement. Là-bas, on dit que les travaux sont en cours d'achèvement. La cérémonie d'inauguration est prévue pour janvier 2025. Janvier 2025, bonne nouvelle. Projet de construction de la route transnationale Cameroun-Guinée équatoriale par Kribi-Campo. Les travaux sont en cours de démarrage. Voilà. En cours de démarrage. Kribi-Campo vers la Guinée équatoriale. En cours de démarrage. En cours de démarrage. Projet de construction de la voie express Lolabé Campo sur le corridor Kribi-Bata, 40 km. Les études sont achevées. La contribution du Cameroun au financement du projet a été mobilisée. La contribution de la Guinée équatoriale reste attendue. Construction de la route Manki, Bagno, Chibati, Meidougou, Meganga, 575 km. Le projet est en cours. La reconstruction des chaînons manquants du corridor Douala-N'Djamena, Dibamba, Yaoundé, Ngaoundéré, Garoua, Mora, Dabanga, Kousseri, 460 km. Les travaux de la section Mora, Dabanga, Kousseri sont en cours de démarrage. Reconstruction des chaînons manquants du corridor Yaoundé-Brazzaville, Yaoundé-Sambelima, 130 km. Les travaux de remise à niveau se font progressivement. Et puis pour ce qui est des projets ferroviaires, c'est quand même mentionné aussi. Extension du réseau de chemin de fer par la construction de la ligne Ngaoundéré N'Djamena, 1800 km. Projet en cours de préparation. C'est le français. Projet en cours de préparation. Les études de faisabilité sont achevées de ce côté-là. On prend encore 30 secondes. Voilà. Projet d'interconnexion
Cameroun-CEMAC, ça c'est pour le projet de télécommunication. Interconnexion Cameroun-CEMAC par fibre optique, 36 milliards de francs CFA. Les interconnexions Cameroun-Congo, Cameroun-Tchad et Cameroun-SCA sont déjà réalisées. Projet énergétique, projet d'interconnexion électrique Tchad-Cameroun. Les travaux sont en cours de démarrage. Les financements ont été mobilisés auprès de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale et de la Banque islamique de développement. Projet d'aménagement hydroélectrique de Cholet et des lignes électriques associées Cameroun-Congo en cours de développement, études d'avant-projet détaillé. Et puis projet éducatif, on vous cite l'université inter-État de Sangbélima, achevé, projet d'aménagement, programme de développement intégré de la zone des 3 frontières, pas de détails sur les caractéristiques, sur l'état de développement, on dit travaux en cours. Voilà quelques projets intégrateurs, et que c'est toujours Cameroun vert. On a très peu de projets entre Congo et entre Guinée équatoriale et Gabon, ou entre Congo et Gabon. Dans tous les cas, voilà la liste et chacun peut faire son idée là-dessus. Les résolutions vont nous permettre d'évoluer dans le débat. Monsieur, on vous dit merci d'avoir résisté au bouchon pour venir jusqu'ici et proposer justement aux téléspectateurs de Le Grand Soir vos regards et vos différentes expertises. Merci d'être venus et merci à ceux qui ont regardé. Très bonne soirée. Merci. Merci.